Les lumières de la cabine ont vacillé comme des lucioles moribondes alors que nous amorcions notre descente vers l'aéroport de Galeão, à Rio de Janeiro. 10 heures. C'est le temps que j'ai passé cloué au siège 9A, coincé entre un type qui a passé tout le vol à se disputer avec le système de divertissement et une femme qui me donnait des coups de pied dans le tibia chaque fois qu'elle ajustait sa couverture. Mon corps semblait être passé par un hachoir à viande, écrasé, mutilé et légèrement nauseux. Mais je m'en fichais. J'y étais presque. J'ai pris mon téléphone, ignorant les 127 messages non lus, et j'ai ouvert la dernière photo que j'avais d'Eduardo. Elle datait de 2 semaines, un selfie, que nous avions pris dans notre cuisine à São Paulo. Il souriait, l'air fatigué, mais séduisant, de cette manière spécifique qu'ont les investisseurs en capital risque lorsqu'ils prétendent être des gens normaux. Je t'aime, chérie, ai-je chuchoté à l'écran, mon doigt traçant la courbe de sa mâchoire. Attends de voir la surprise. La surprise, c'était moi, volant en classe économique d'Athènes à Rio à la dernière minute, parce qu'Eduardo avait mentionné nonchalamment sur FaceTime que le mariage de sa sœur Laetitia serait un événement intime et qu'il ne voulait pas que je me stresse avec ce long vol. 3 jours plus tard, j'ai vu l'invitation sur la page Facebook de sa mère. Save the date luxueux, photographié par un professionnel, pour un gala. Black tea dans la propriété de la famille Cavalcanti à Angra d'Oré. Intime, bien sûr. Alors, j'ai liquidé certaines de mes actions de premier ordre, réservé le premier vol que je pouvais me payer et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait mes valises avec un plan. N'était pas seulement Livia Cavalcanti, l'épouse au foyer pendant que son mari jouait au milliardaire. J'étais Livia Brando, l'avocate d'affaires qui, jadis, avait fait taire une salle de réunion remplie d'associés seniors de Merel, associés d'un simple froncement de sourcils. Et Livia Brandon était furieuse. L'avion a atterri avec une secousse qui m'a fait serrer les dents. Je me suis levé avant même que le signal des ceintures ne s'éteigne, esquivant les compartiments supérieurs et bousculant les passagers lents qui traitent le débarquement comme une promenade dominicale. J'ai traversé la passerelle en courant, ma valise cabine battant contre ma jambe. Je devais atteindre le comptoir de Localiza, récupérer ma voiture de location et faire les 3 heures de route jusqu'à Angra avant que la réception ne commence vraiment. J'avais tout planifié parfaitement, sauf une chose. Quand je me suis garé devant la demeure, une monstruosité remplie de colonnes qui ressemblait moins à une maison qu'à un temple grec dédié au vieil argent, le crépuscule était déjà là. Des guirlandes lumineuses parsemaient la pelouse impeccable, jetant un éclat écœurant de perfection sur la centaine d'invités en tenue de cocktail. J'ai garé la voiture de location, une Hyundai HB20 anonyme qui ressemblait à une trahison comparée à ma Mercedes restée à la maison, et j'ai pris une grande inspiration. J'ai lissé les plis de voyage de ma robe portefeuille Carolina Herrera, achetée spécifiquement pour ce voyage, et j'ai marché vers l'entrée. C'est alors que je l'ai vu. Umberto Cavalcanti, mon beau-père. Il se tenait là, un verre de cristal à la main contenant probablement une cachaça vieillie, de réserve spéciale, semblant sortir tout droit d'un catalogue de mode masculine, de luxe des années 90. Ses cheveux argentés étaient parfaitement peignés. Son blasé bleu marine arborait ses coudières en cuir qui hurlaient la prétention. Et ses yeux, du même gris froid qu'un ciel d'hiver, étaient fixés sur moi. Mon cœur a fait un bond. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il m'attendait. Peut être qu'Eduardo lui avait dit que je venais. J'ai esquissé un sourire en ajustant mes lunettes de soleil. Umberto, ai-je appelé, la voix, rauque à cause du vol. Surprise, il ne bougea pas, ne sourit pas. Il resta, simplement là, prenant une gorgée lente pendant que je m'approchais. Quand je fus assez près pour voir les pores de son nez, il a enfin parlé. Livia. Juste mon nom. Sec, sans inflexion, comme s'il venait d'apercevoir une tache sur le tapis. Salut, ai-je dit, mon sourire vacillant. Je sais que c'est un peu de dernière minute, mais je suis arrivé aussi vite que possible. Eduardo est à l'intérieur. Umberto abaissa son verre, son regard me balayant avec la précision d'un boucher inspectant de la viande. Ses yeux se sont attardés sur les plis de ma robe, sur les légères cernes sous mes yeux, sur mes chaussures plates sensées, que j'avais portées pour courir dans l'aéroport. Voici le détail, dit-il, sa voix basse et tranchante avec cet accent distinct de l'élite de São Paulo. L'invitation était spécifique. Famille immédiate uniquement. Et bien que tu détiennes techniquement un titre dans cette famille, tu n'étais pas sur la liste. J'ai cligné des yeux. Le monde a semblé basculer sur son axe pendant une seconde. Quoi ? Tu m'as entendu. Il a déplacé le poids de son corps, bloquant efficacement le chemin vers la porte. C'est un événement privé pour la famille Cavalcanti. Pas pour les profiteurs qui n'ont même pas pris la peine de réserver un vol décent. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Profiteuse. J'ai regardé au-delà de lui, vers la chaleur brillante de la maison. Je pouvais entendre les rires, le tintement des verres, le murmure bas d'un quatuor à cordes.
J'ai vu Laetitia, la sœur cadette d'Eduardo, flottant dans un nuage de tulle blanc. Et là, au bar, il y avait Eduardo, mon mari. Il discutait avec quelqu'un, la tête penchée en arrière dans un rire que je connaissais intimement. À côté de lui se tenait une femme en robe rouge, la main posée, intimement sur son avant-bras. Elle était jeune, trop jeune, et portait un bracelet rivière de diamants qui ressemblait étrangement à celui que j'avais trouvé dans la boîte à gants d'Eduardo le mois dernier. Celui qu'il prétendait être un cadeau pour une cliente. Umberto, s'il te plaît, ai-je dit, la voix défaillante. J'ai essayé de le contourner, mais il a accompagné mon mouvement, son épaule heurtant la mienne. Laisse-moi passer. Eduardo m'attend. Ah bon? Umberto a haussé un sourcil. Parce que je viens de lui parler il y a 10 minutes et il n'a pas mentionné que sa femme viendrait s'incruster. Franchement, Livia, tu aurais dû appeler. C'est incroyablement embarrassant de se pointer sans prévenir. Ça donne une mauvaise image de la famille. Famille, le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. J'ai passé 12 ans à essayer de faire partie de cette famille. 12 ans à me mordre la langue lors des dîners au club, à ignorer leur classisme décontracté, à prétendre que leurs commentaires passifs agressifs sur mes racines de classe moyenne dans le quartier de Mouka n'étaient que des plaisanteries. Et voici ma récompense, l'humiliation. J'ai essayé de prendre mon téléphone, mes mains soudain moites. J'ai composé le numéro d'Eduardo. Ça a sonné une fois, 2 fois, puis c'est allé directement sur la messagerie. Bien sûr. J'ai réessayé. Même résultat. Il est occupé, a dit Umberto avec un sourire présomptueux. Pourquoi ne retournes-tu pas en ville? Je suis sûr qu'il y a un motel qui t'acceptera à cette heure-ci. Je l'ai regardé, cet homme qui m'avait accompagné à l'hôtel 12 ans plus tôt, et m'avait tapoté l'épaule en disant que j'avais de la chance d'avoir pêché son fils. J'ai eu envie de hurler. J'ai eu envie de gifler cette expression condescendante sur son visage lissé au botox, mais je ne l'ai pas fait. J'étais Livia Brando, et Livia Brando ne faisait pas de scène. Elle montait des dossiers. Alors, j'ai fait un pas en arrière, puis un autre. Ma vision s'est brouillée, mais j'ai refusé de laisser couler les larmes. Pas ici. Pas devant lui. Vous commettez une erreur, et je réussis à dire, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Umberto a simplement haussé les épaules, retournant déjà son attention vers la fête. Bon voyage de retour, Livia. Je suis resté là, sur l'allée de gravier, pendant ce qui a semblé une éternité, observant les silhouettes du couple heureux à travers la fenêtre. Eduardo faisait tourner la fille en rouge. Elle a renversé la tête en arrière en riant, et il s'est penché pour embrasser son cou. Mon estomac s'est tordu violemment. J'ai tourné les talons et j'ai marché vers la voiture de location. Le moteur a rugi, résonnant trop fort dans la rue tranquille d'Angra. Alors que je m'éloignais, j'ai regardé dans le rétroviseur. Umberto était toujours là, son verre levé dans un toast sarcastique. J'ai conduit des kilomètres sans but, le GPS ne menant nulle part. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à maintenir le volant droit. Je me suis finalement arrêté dans une station-service sur la Rio Santos. L'air humide de la nuit ne faisait rien pour apaiser le nœud dans ma gorge. J'ai déverrouillé mon téléphone. J'avais enfin du signal. Des dizaines de notifications ont inondé l'écran. L'une était un SMS d'Eduardo envoyé il y a 2 heures. Et, je viens d'atterrir. Je vais arriver tard. Ne m'attends pas. Une autre était une notification Instagram. Laetitia avait posté une story. C'était un boomerang d'Eduardo souriant comme un idiot, tenant une coupe de champagne. La légende disait « Meilleur frère du monde. Merci d'avoir sauvé la mise, Edu ». Et là, dans le coin de l'écran, il y avait la fille en robe rouge. Son bracelet brillait sous le flash de la caméra. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que l'image se brûle dans mes rétines. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé une réponse au texte d'Eduardo « Nous devons parler maintenant ». J'ai appuyé sur envoyer. Le message a échoué. Pas par manque de signal, mais parce qu'il m'avait bloqué. Un son rauque et sec s'est échappé de ma gorge. Un rire? Un sanglot? Je n'en étais pas sûr. J'ai regardé l'horloge sur le tableau de bord. 20. La réception de mariage battait son plein. J'ai repris le téléphone, non pas pour appeler Eduardo, mais pour ouvrir l'application de ma banque. J'ai regardé les chiffres. Le compte offshore, celui qu'Eduardo ne connaissait pas, celui que j'avais construit au fil des ans avec des travaux de conseil juridique en freelance, ceux dont je lui disais qu'ils étaient juste pour s'amuser. C'était beaucoup d'argent. Plus qu'assez. Mon doigt a plané sur le bouton de transfert. Non, pas encore. D'abord, j'avais besoin d'un hôtel. J'avais besoin de dormir. J'avais besoin de réfléchir. Mais alors que je reprenais la route, m'insérant dans le flux de trafic vers Rio, un sentiment différent a commencé à remplacer la douleur au cœur. Cela a commencé comme une petite étincelle au fond de mon estomac, froide, dure, focalisée.
Quand j'ai fait le check-in dans un hôtel à Copacabana, l'étincelle était devenue une flamme. J'ai laissé mes bagages dans la suite stérile et impersonnelle et je me suis tenu au milieu de la chambre, fixant mon reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui me regardait n'était pas l'épouse épuisée et trahie d'Angra Doré. C'était une avocate plaidante. Et elle était prête pour le tribunal. Mon téléphone a vibré un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais l'instinct m'a fait répondre. Allô ? Silence. Puis, une voix familière, traînante à cause de l'alcool et de l'arrogance. Livia, c'est Eduardo. Mon sang s'est glacé. Comment as-tu eu ce numéro ? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Peu importe, a-t-il rétorqué, son ton passant de la surprise à l'irritation. En un instant. Qu'est-ce que tu fous à Rio ? Et pourquoi as-tu essayé de gâcher le mariage de Laetitia ? Tu as une idée de la honte que tu m'as fait subir ? J'ai fermé les yeux, l'imaginant, probablement encore dans son smoking, sentant l'alcool et le privilège. C'est moi qui t'ai fait honte, ai-je répété. J'ai volé 10 heures pour être avec mon mari. Ton père m'a humilié devant 100 personnes. Oh, arrête, Livia, a-t-il dédaigné. Mon père plaisantait, c'est tout. Tu prends toujours tout personnellement. Écoute, désolé pour la confusion, mais tu n'aurais pas dû te pointer comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, dans cette famille. Famille. J'ai fait écho aux mots dans mon esprit. Il distillait pratiquement de la condescendance. Enfin, écoute. Je n'ai pas le temps pour ça. La raison de mon appel est que la facture du mariage est arrivée. C'est un désastre. 250 000, réel au-dessus du budget. J'ai cligné des yeux. Pardon ? 250 000. Livia, le buffet, les fleurs, le groupe, ils exigent tous d'être payés. Et comme c'est toi qui as techniquement signé le contrat initial de la salle, j'ai signé pour rendre service à ta mère. Ai-je interrompu, mon esprit, tournant à plein régime. Je n'ai autorisé aucun dépassement de budget. Eh bien, tu as signé, a dit Eduardo, sa voix durcissant. Ce qui signifie que nous sommes tous deux légalement responsables. Donc, j'ai besoin de savoir comment tu veux gérer ça, parce que je ne vais pas payer pour l'extravagance de Laetitia. C'est ton affaire. Je me suis assis sur le bord du lit, le matelas, s'enfonçant sous mon poids. 250 000 airs. Le nombre résonnait dans ma tête. Il ne demandait pas. Il me disait que la facture du mariage de sa sœur, un mariage auquel je n'avais même pas eu le droit d'assister, était maintenant mon problème. Je pouvais entendre de la musique et des rires en arrière-plan. Je pouvais entendre la fille en rouge rire. Quelque chose en moi s'est brisé. Le dernier fil usé de la femme qui aimait Eduardo Cavalcanti s'est dissous dans le néant. À sa place, quelque chose de nouveau a émergé, tranchant comme un rasoir. Comment je veux gérer ça ? Ai-je répété, le fantôme d'un sourire touchant, mes lèvres. Ouais, a-t-il dit avec impatience. Argent, chèque, transfert, peu importe. Règle ça. Je me suis appuyé contre la tête de lit, fixant le plafond. La flamme dans mon estomac était devenue un incendie furieux. Ne t'inquiète pas, Eduardo, ai-je dit, ma voix douce comme de la soie. Je vais régler ça. Il a marqué une pause, clairement surpris par mon acceptation calme. Ah bon ? Oui, envoie-moi juste les coordonnées des fournisseurs. Je vais régler ça d'ici vendredi. L'appel a coupé. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai fixé l'écran noir. Puis, lentement et délibérément, j'ai ouvert à nouveau mon application bancaire. J'ai regardé le solde de mon compte secret. C'était plus qu'assez pour couvrir les 250 000 sans sourciller. Mais, je n'allais pas payer un seul centime. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouvel email. L'adresse était un compte jetable que j'avais créé il y a des années, quand je me faisais encore des ennemis dans le monde des affaires. L'objet était simple, facture du mariage. J'ai tapé 2 mots. Le jeu commence. Puis, je l'ai enregistré dans les brouillons. Je ne l'enverrai pas tout de suite. D'abord, je devais rassembler mes munitions. D'abord, je devais découvrir exactement à quel genre de jeu nous jouions. Je me suis levé, je suis allé au minibar, et je me suis servi un verre de whisky bon marché. Ça a brûlé en descendant, un contraste frappant avec le mal vieilli que Umberto buvait. J'ai levé mon verre vers mon reflet dans la fenêtre. À la famille, ai-je murmuré, vidant le verre d'un trait. Il avait fait le premier pas. Je ferai le dernier. Et quand la poussière retomberait, Eduardo Cavalcanti et sa précieuse famille regretteraient de n'avoir jamais intendu le nom de Livia Blandão. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix rauque et familière ne réponde. Merel et associé. Docteur Fausto à l'appareil. Fausto, ai-je dit, ma voix ferme et claire. C'est Livia. J'ai besoin d'un service.
Le silence dans ma suite d'hôtel n'était rompu que par le tic-tac rythmique de l'horloge bon marché sur la table de chevet. Il était 2h17 du matin. Je n'avais pas dormi. Au lieu de cela, j'avais passé les 5 dernières heures à faire ce que je faisais de mieux, de la recherche. L'écran de mon ordinateur portable était une grille d'onglets ouverts. Relevé bancaire, titre de propriété, Registros d'entreprise de Cavalcante Participações Ltda, est un dossier particulièrement intéressant sur une certaine organisatrice d'événements nommée Bianca Sanson. La voix de Fausto Merel résonnait encore dans ma tête. Livia, tu as disparu de la carte. Je ne pensais pas que tu ferais ça à nouveau. Il n'avait pas semblé irrité, juste curieux. Inquiet, comme un professeur dont l'élève star abandonne soudainement tout pour devenir instructeur de yoga. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'accéder à des registres publics, spécifiquement tout ce qui concernait la famille Cavalcanti et leurs récentes transactions financières, il n'a pas posé de questions. Il m'a juste donné un lien sécurisé et un mot de passe. Fais attention à ce que tu déterres, m'a-t-il prévenu. Certaines personnes n'aiment pas voir leur squelette exposé à la lumière. J'avais l'intention de tous les traîner dehors. Mon téléphone a vibré sur la table, s'entrechoquant contre mon verre d'eau vide. C'était un message d'un numéro inconnu. Je savais qui c'était avant même de regarder. Nous devons parler de l'argent. Appelle-moi. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste une exigence. Du classique Eduardo. J'ai laissé le message comme lu pendant 10 minutes entières. Puis, j'ai composé son numéro. Il a répondu à la première sonnerie, paraissant essoufflé, comme s'il faisait les 100 pas. Enfin, a-t-il explosé. Tu as une idée de l'heure qu'il est ici? Il est un peu plus de 2h30, ai-je dit, ma voix froide et professionnelle. J'étais assise au bureau, pas affalée sur le lit, et j'ai fait en sorte que ma posture le reflète. À Athènes, d'où je viens, il est midi. Je n'ai pas dormi, Eduardo. Contrairement à toi, qui a probablement sombré dans l'ivresse au mariage de ta sœur après m'avoir fait sentir comme une criminelle. Pour être apparu. Une pause. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête, essayant de recalibrer. Il a changé de tactique. Ok, écoute, je suis désolé. Pour mon père. Il peut être difficile, mais ce n'est pas la question. Le point est que nous avons un énorme problème. Le mariage de Laetitia a coûté une fortune. La facture finale est de 250 000 au-dessus de ce qui était prévu. Je vois, ai-je dit, ouvrant le tableur que je compilais. Et comment exactement a-t-on dépassé le budget de 250 000 ? Peu importe comment. A-t-il crié, et j'ai entendu un choc sourd, comme s'il avait frappé la table de sa main. Le buffet, le fleuriste, le groupe, ils exigent tous d'être payés. Et comme tu as techniquement signé le contrat, je n'ai autorisé aucun dépassement de budget, et j'interrompus, mes doigts volant sur le clavier, et je n'ai pas non plus accepté d'être la principale garante des décisions impulsives de Laetitia. Tu es légalement lié à ça, a dit Eduardo, sa voix tombant dans un grognement bas et menaçant. Nous le sommes tous les deux, ce qui signifie que, si nous ne payons pas, ils nous poursuivront. Et un procès comme celui-là traînera mon nom dans la boue. Pense à l'image, Livia. Je suis sur le point de clôturer une levée de fonds importante pour ma nouvelle start-up. Je ne peux pas avoir ce genre de bordel. Ah, voilà, la vraie raison. Ce n'était pas l'argent. C'était sa précieuse réputation. Alors, tu veux que je paie ? Et j'affirmais. Je n'ai pas posé de questions. Je veux que nous réglions ça, a-t-il corrigé, mais l'implication était claire. Écoute, je n'ai pas de liquidité en ce moment. Le contrat de mariage est blindé. Tu le sais. Je ne peux pas sortir 125 000 de nulle part. Toutes mes liquidités sont bloquées dans le nouveau fonds. Il mentait. J'avais vu les reçus de transfert de la vente de sa dernière start-up. L'argent était là. Il ne voulait simplement pas dépenser le sien. Et, ton père ? Ai-je demandé, me renversant dans mon fauteuil. C'est lui qui a donné la fête. Il a pratiquement forcé Laetitia à la faire dans sa résidence d'Angra. Pourquoi n'est-ce pas lui qui paie la facture ? Eduardo a ri, un son court et amer. Tu plaisantes ? Mon père a avancé l'argent. Pour le reste, il s'attend à ce que nous, toi et moi, couvrions l'excédent. Ça s'appelle la responsabilité familiale, Livia. Quelque chose que tu n'as jamais semblé vraiment comprendre. La responsabilité familiale. La phrase m'a donné des frissons. C'était le même chantage affectif qu'Umberto utilisait pour me forcer à organiser ses galas de charité annuels, à faire des dons à ses causes favorites et à rester silencieuse. Pendant qu'il faisait des commentaires désobligeants sur mon éducation. Très bien, ai-je dit, laissant le mot flotter dans l'air entre nous. Je vais m'en Cooper. Il a expiré audiblement. J'ai pu entendre le sourire présomptueux revenir dans sa voix. Bien.
Je savais que tu serais raisonnable. Je vais te transmettre les informations des fournisseurs. Il y a un formulaire de virement bancaire en pièce jointe. Fais-le d'ici vendredi. Et Livia, essaie de ne pas faire d'histoire. Paie juste cette foutue facture pour que nous puissions laisser ce week-end mouvementé derrière nous. L'appel a coupé. J'ai fixé mon téléphone un long moment, puis je l'ai posé lentement sur la table. Je n'étais plus en colère. La colère était une émotion, chaude et désordonnée. Ce que je ressentais était froid, tranchant et précis. C'était le sentiment que j'avais juste avant de prononcer une plaidoirie finale. J'ai ouvert le message qu'il avait transféré. En pièce jointe se trouvait un PDF d'une entreprise nommée Angra Luxury et Vente, appartenant à une certaine Bianca Sanso. La facture était détaillée, mais de manière vague. Elle listait un service de buffet premium à 1500 R par tête pour 120 invités. Cela faisait 180 000 R juste pour ça. Ensuite, il y avait le design floral et installation pour 45 000 R. Musicien de la Costa Verde pour 35 000 R. Et tout en bas, un article qui m'a glacé le sang. Améliorations diverses de l'événement, 50 000 R. Amélioration ? Quel genre d'amélioration coûte 50 000 R? J'ai cliqué sur le lien sécurisé que Fausto m'avait envoyé. En entrant dans la base de données du registre du commerce de São Paulo, j'ai tapé Bianca Sanso. Quelques clics plus tard, j'avais son registre commercial, ses associés et une curieuse action prud'homale intentée contre elle par un ancien employé pour salaire impayé. Intéressant. Ensuite, j'ai croisé les noms des fournisseurs avec le registre public. L'entreprise de buffet, Gourmet Banquette Leda, appartenait à un homme nommé Antonio Faria. Une recherche rapide a révélé qu'Antonio Faria était aussi le trésorier du club nautique même où Umberto Cavalcanti était conseiller. Coïncidence ? Difficilement. J'ai passé l'heure suivante à monter un dossier. Capture d'écran, lien, note. Quand le soleil a commencé à se lever sur Rio, peignant les immeubles de Copacabana de teintes roses et dorées, j'avais une image claire. Ce n'était pas un simple mariage qui avait dépassé le budget. C'était une conspiration de convenance. Umberto avait utilisé ses relations pour embaucher les entreprises de ses amis. Ils avaient gonflé les factures. Eduardo, le fils prodigue, devait simplement payer et fermer les yeux. Et moi, l'étrangère, je devais être la source ultime de fonds. Il m'avait sous-estimé. Il m'avait traité comme une marchandise, une source de fonds à exploiter au besoin. Il avait oublié que j'étais une avocate d'affaires. Je ne faisais pas que lire les contrats. Je les éviscérais. J'ai commandé un service d'étage, une théière de café noir et des toasts secs. Et j'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'éveillait. Les gens couraient au travail, prenaient le bus et le métro, vivaient leur vie. Aucun d'eux ne savait qu'un ouragan se formait dans une chambre d'hôtel. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un email d'Eduardo. L'objet était « Remboursement ». En pièce jointe se trouvait le capture d'écran d'un formulaire de virement bancaire rempli avec mon nom et mon numéro de compte. Le montant était de 125 000 R. La ligne de commentaire disait « Excédent du mariage de Laetitia ». En dessous, l'email était court et brusque. « Livia, arrête de traîner. Les fournisseurs sont impatients. Paie juste la facture pour que nous puissions passer à autre chose. » J'ai fixé l'email. Puis j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis le moment où Umberto m'avait bloqué le passage au portail. J'ai transféré l'email avec la facture entière et mes conclusions préliminaires à 3 personnes. La première était Bianca Sanso, l'organisatrice du mariage. Objet, demande de renseignements sur la facture, E47WO. La seconde était Umberto Cavalcanti. Objet, transparence et finances familiales. La troisième était Laetitia Cavalcanti. Objet, ta facture de mariage. Le corps de l'email pour les 3 était identique. Acquis de droit, je vous écris pour demander un détail poste par poste des frais énumérés sur la facture ci-jointe pour le récent mariage Cavalcanti. Spécifiquement, je suis intéressé à clarifier le montant de 50 000 R pour améliorations diverses de l'événement et le montant de 25 000 R pour le feu d'artifice surprise, qui, selon plusieurs témoins, y compris moi-même, depuis la route, n'a pas eu lieu. En tant que cosignataire du contrat initial, j'ai le droit légal à une reddition de compte complète de ces fonds. Veuillez fournir cette documentation d'ici la fin de la journée de vendredi, faute de quoi je serai forcé de porter cette affaire devant le PROCON, le ministère public et les organes de régulation appropriés. Cordialement, Livia Brando Cavalcanti. J'ai appuyé sur envoyer pour les 3. Puis j'ai pris mon téléphone et composé le seul numéro qui, je le savais, obtiendrait une réaction. Ça a sonné 4 fois avant qu'une voix ensommeillée et irritée ne réponde. Qui est-ce? Ah, Gromele Umberto Cavalcanti. Umberto, ai-je dit, ma voix brillante et joyeuse. C'est Livia. J'espère ne pas t'avoir réveillé.
Je viens de t'envoyer un email. Je suis sûr que tu trouveras éclairant. Il y eut un moment de silence. J'entendis le bruit des draps suivi par le son d'un ordinateur s'ouvrant. Quelques secondes plus tard, sa voix a changé. Le sommeil a disparu, remplacé par une panique pure et absolue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? A-t-il hurlé. À quel genre de jeu joues-tu, espèce d'ingrate? Je ne joue pas, Umberto, ai-je interrompu, lui coupant la parole au milieu de l'insulte. Je demande juste de la transparence. C'est toi qui m'as appris ça, tu te souviens? Sache toujours où va ton argent. Eh bien, j'ai l'intention de le savoir. Et si je n'obtiens pas de réponse, je contacterai le ministère public, le fisc et mes propres avocats, tout cela avant le déjeuner. Tu n'oserais pas, murmura-t-il. Non? Ai-je dit, écoutant le défi dans sa voix. Tente ta chance, Umberto. Si toi ou n'importe qui d'autre me contacte à nouveau au sujet de cette facture, vous entendrez parler directement de mon avocat. Passe une excellente matinée. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ma main tremblait, mais pas de peur. D'adrénaline. 2 minutes plus tard, mon téléphone a bipé. Un message d'Eduardo. Qu'est-ce que tu as dit à mon père? Il vient de m'appeler en hurlant. Tu sors ça complètement de ses proportions. Paie juste la facture, Livia. Ça ne vaut pas la peine de détruire la famille pour ça. J'ai fixé le message. Détruire la famille. C'est lui qui m'avait interdit d'aller au mariage. C'est lui qui couchait avec une autre femme. C'est lui qui avait essayé de me piéger avec une facture frauduleuse. Je n'ai pas répondu. J'avais d'autres chats à fouetter. J'ai ouvert mon ordinateur et navigué jusqu'au registre commercial de Cavalcante Participações Ltd. Jou YETASDEJ. Allez, mais cette fois je cherchais quelque chose de spécifique. Les membres du conseil, les directeurs, les divulgations financières. C'était une société à responsabilité limitée, donc les informations étaient restreintes, mais pas inexistantes. J'ai trouvé ce que je cherchais enterré dans un rapport annuel d'il y a 3 ans. Une liste de propriétés détenues par la holding. L'une d'elles était une propriété en bord de mer à Angra d'Ores, celle-là même où le mariage avait eu lieu. La propriété était évaluée à 15 millions de réais, mais l'hypothèque inscrite au registre foncier n'était que de 4 millions. Cela signifiait qu'Umberto avait 11 millions de capital net. Un capital qu'il pourrait facilement utiliser pour payer le mariage de sa fille. Il n'avait pas besoin de mon argent. Il voulait seulement me contrôler. J'ai passé l'heure suivante à rédiger une réponse formelle à la mise en demeure d'Eduardo. C'était un chef-d'œuvre. J'ai cité la jurisprudence, pointé les failles flagrantes dans leur argumentaire et conclu par un paragraphe qui était à moitié un avertissement, à moitié une promesse. De plus, ma cliente se réserve le droit d'engager une action civile contre M. Cavalcanti et ses associés pour fraude et préjudice moral. Toute tentative future d'intimidation sera considérée comme la preuve d'un harcèlement répété et présentée au tribunal. Veuillez conseiller à votre client de cesser tout contact direct ou indirect. Toutes les communications futures doivent passer par ce cabinet. Jai signei Livia Brandão et Jai joint l'email pour Fausto Meirelles. Peosto. Mettre l'entête de ton cabinet là, dessus et l'envoyer. Rends ça officiel. Ça. Réponse fut instantanée. Je m'en occupe. Et Livia, prépare-toi. Ça va devenir moche. Je pouvais gérer le moche. J'avais grandi entouré de ça. Ce n'était pas moche. C'était juste les affaires. Le reste de la journée s'est passé dans flou de documents juridiques, de recherches en ligne et d'emails soigneusement rédigés. J'ai mangé le reste de mon toast froid et bu 3 autres tasses de café infâme de l'hôtel. À 17, j'avais une chronologie complète. Je savais qui avait demandé quoi, qui avait payé qui et exactement où la trace écrite s'arrêtait. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était un incendie de forêt, de preuves circonstancielles. Ce soir-là, j'ai décidé de me faire plaisir. Je suis sorti de l'hôtel, et j'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à un petit restaurant italien sans prétention qui me rappelait mes jours à la faculté de droit du Largo San Francisco. La nourriture était incroyable, le vin était honnête et l'atmosphère était merveilleusement normale. J'ai mangé un plat de linguine aux palourdes et observé les couples autour de moi, riant, partageant leur vie. J'ai ressenti un pincement de tristesse, mais c'était lointain, comme le souvenir d'un rêve. Quand je suis revenu dans ma chambre d'hôtel, il y avait un message qui m'attendait sur la messagerie. C'était Laetitia. Elle semblait avoir pleuré. Livia, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Papa hurle sur tout le monde. Eduardo disjoncte. Ma lune de miel est réservée et je pense qu'ils vont l'annuler à cause de cette facture stupide. Dis-moi juste. Dis-moi ce que tu veux. Si tu veux de l'argent, d'accord. Donne-moi un prix. Je ne veux juste pas que mon mariage soit ruiné par tout ce drame. Rappelle-moi.
J'ai effacé le message. Je ne voulais pas de son argent. Je ne voulais pas de sa pitié. Je voulais qu'elle comprenne que le monde ne tournait pas autour d'elle et du compte en banque de papa. J'ai allumé la télé, zappant les chaînes jusqu'à trouver une série judiciaire. J'ai regardé avec un verre de vin, analysant le dossier de l'accusation, trouvant des failles dans leur logique. C'était un rituel réconfortant. Vers 22h, mon téléphone a vibré. Une alerte info. J'ai failli l'ignorer, mais le titre a attiré mon attention. Un magnat de l'immobilier fait l'objet d'un examen du fisc sur fond de querelle familiale. Mon sang s'est glacé. J'ai cliqué sur le lien. L'article était court, enterré dans la section économie d'un grand journal. Il disait que des sources proches de la famille Cavalcanti confirmaient que le fisc avait ouvert un audit de routine sur Cavalcanti. Participation Linda. Après des dénonciations anonymes sur de potentielles divergences fiscales liées à des dépenses personnelles. Des dénonciations anonymes. J'ai souri. Je n'avais envoyé aucune dénonciation. Pas encore. Mais quelqu'un l'avait fait. Quelqu'un qui voulait agiter les eaux. Était-ce Bianca essayant de sauver sa propre peau ou quelqu'un d'autre? Entièrement? Quoi qu'il en soit, le message était clair, le cercle se resserrait. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Fausto. Fausto, ai-je dit quand il a répondu. Tu as vu la nouvelle? J'ai vu, a-t-il dit. Le timing est intéressant. Trop intéressant. J'ai acquiescé. Quelqu'un essaie de leur faire peur, ou quelqu'un essaie de t'aider, a rétorqué Fausto. Dans les deux cas, cela accélère le calendrier. Ils vont se jeter sur toi maintenant. Eduardo va être désespéré. Je sais, ai-je dit, un frisson d'anticipation remontant le long de ma colonne vertébrale. Et je suis prête. J'ai raccroché et je suis resté, debout au milieu de la chambre, avec la lueur de la télévision sur moi. J'ai pensé à Eduardo, à Umberto, à l'expression sur leur visage quand ils réaliseraient qu'ils ne pourraient plus m'intimider. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert ma vieille sacoche. En cuir, celle que j'emportais au tribunal. À l'intérieur, gardé avec mon diplôme, se trouvait un petit coupe-papier en argent. J'ai passé mon pouce sur le bord tranchant. Demain, on enlèverait les gants. Demain, Livia Brando arrêterait d'envoyer des emails et commencerait à déposer des requêtes. J'ai posé le coupe-papier sur la table à côté de mon ordinateur. Il a brillé à la coisse lumière de la lampe, une promesse silencieuse. La facture de 250 000 n'était que le coup d'envoi. La guerre ne faisait que commencer et j'avais l'intention de réclamer chaque centime qu'il me devait, avec les intérêts. Le soleil du matin n'a rien fait pour réchauffer le piège d'acier qu'était devenu ma vie. Je me suis réveillé à 6 piles, non pas à cause d'une alarme, mais par une habitude profondément enracinée durant mes années chez Merrell, associé. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais me permettre. Pas quand l'opposition était déjà en train de rôder. J'ai préparé une tasse de café de l'hôtel, qui avait un goût de caoutchouc brûlé, et je me suis assise au bureau. Ma boîte de réception était une zone de guerre. Pendant la nuit, j'avais reçu 17 emails. 3 d'Eduardo, variant de ton, de suppliant à menaçant. 5 d'Umberto, tous filtrés par son assistante personnelle, exigeant une réunion familiale au sommet, et 9 de divers fournisseurs associés au mariage, chacun plus paniqué que le précédent, implorant un paiement ou des éclaircissements. J'ai supprimé les emails d'Eduardo sans les lire. J'ai transféré ceux d'Umberto à Fausto avec un mot. Sommet seulement par-dessus. Mon cadavre. Et j'ai rédigé une réponse unique et unifiée pour les fournisseurs, à qui de droit, veuillez transmettre toutes les demandes concernant le paiement du mariage Cavalcanti au bureau de Umberto Cavalcanti, à l'attention, de Cavalcanti Participações Limited. Ma cliente, Livia Brandão Cavalcanti, neste. Responsable d'aucune dépense non autorisée. Soyez avisés que toute tentative future de contacter ma cliente à ce sujet sera considérée comme du harcèlement et signalée aux autorités compétentes. Cordialement, Dr Fausto Merrell. J'ai joint la lettre que Fausto avait envoyée la veille et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai pris le téléphone et appelé la seule personne qui pouvait me donner le vrai panorama. « Bonjour, mon rayon de soleil ». La voix de Fausto a résonné fort dans le récepteur. Il semblait être réveillé depuis des heures. « Je présume que tu as vu le cirque, ai-je dit. Une idée de qui a fuité? L'histoire du fisc à la presse? En off, a dit Fausto, baissant la voix, probablement Bianca Sanson. Elle est désespérée. Elle sait que si cela explose, sa licence professionnelle est finie. Elle essaie de jeter les Cavalcanti sous le bus pour se sauver. Femme intelligente, ai-je murmuré. Désespérée, mais intelligente. En parlant de désespoir, a continué Fausto, Eduardo vient d'engager Eloïsa Lemos. Ma main s'est figée en l'air. Eloïsa Lemos. Le nom fut un coup de poing à l'estomac. C'était l'avocate de divorce la plus crainte de son polo.
célèbre pour ses tactiques de terre brûlée et sa capacité à enterrer financièrement ses opposants avant même qu'une affaire n'arrive au tribunal. Elle était aussi légendaire pour ne jamais perdre. L'engager n'était pas une manœuvre juridique. C'était une déclaration de guerre. Il ne perd pas de temps, ai-je dit, ma voix soigneusement neutre. Toi non plus, a rétorqué Fausto. Héloïsa est bonne. Arrogante, mais bonne. Elle va essayer de t'enterrer sous la paperasse et l'émotion de rejet. Nous devons être proactifs. Nous devons frapper les premiers. D'accord, ai-je dit, posant la tasse. Le café avait soudainement perdu son attrait. Quelles sont mes options? Nous avons les bases pour une action en dommages et intérêts et fraude contre Eduardo pour t'avoir entraîné dans ce contrat. Nous avons aussi un dossier solide de mauvaise foi contre Humberto et l'organisatrice. Mais l'événement principal, celui qui va vraiment attirer leur attention, c'est le contrat de mariage. Je me suis renversé dans le fauteuil, le cuir grinçant. Le contrat est blindé. Tu l'as dit toi-même. Oui, a confirmé Fausto. Si nous jouons selon les règles. Mais chaque contrat a sa pilule empoisonnée. Dans ton cas, c'est la clause d'infidélité liée à la mauvaise gestion des actifs conjugaux. J'ai ouvert une copie numérisée du contrat sur mon écran. Je ne l'avais pas lu depuis des années. Mes yeux ont parcouru le jargon juridique dense jusqu'à ce que je trouve. En cas de preuve, documentaire d'infidélité par l'une ou l'autre partie, couplé à une mauvaise gestion financière ou un dol destiné à priver l'autre partie de ses biens conjugaux, les termes de cet accord seront annulés. Infidélité et mauvaise gestion financière. J'avais les deux, le bracelet, les comptes cachés, la fausse facture du mariage. C'est une barre haute, ai-je dit, réfléchissant tout haut. Il nous faudrait des preuves irréfutables. Nous avons les preuves, a dit Fausto. La question est, es-tu prête à les utiliser? Parce qu'une fois que nous aurons appuyé sur la gâchette, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu vas divorcer de lui, Livia. Pour de vrai. J'ai fixé les mots à l'écran. Nul et sans effet. Le contrat était ma prison. Et, maintenant j'en avais la clé. J'ai divorcé de lui au moment où il a laissé son père me bloquer le passage à ce portail, ai-je dit, ma voix glacée et inébranlable. Dépose les papiers, Fausto. Aujourd'hui. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis j'ai entendu le son d'un stylo qui cliquait. Considère que c'est fait. J'aurai la requête initiale prête d'ici midi. Mais Livia engage un bon système de sécurité. Peut être un garde du corps. Héloïsa Lemos joue sale. Et Eduardo Cavalcanti. Il est sur le point de tout perdre. Les hommes désespérés font des choses stupides. J'ai raccroché le téléphone. Une étrange sensation de calme m'a envahi. L'adrénaline était partie, remplacée par une détermination d'acier. Je ne me battais plus pour un mariage. Je me battais pour mon avenir. J'ai passé les 2 heures suivantes à me préparer. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais, les photos de la fille en robe rouge, les relevés bancaires montrant les fonds, cachés d'Eduardo, les emails sur la facture du mariage, l'enregistrement audio d'Umberto admettant la comptabilité créative. J'ai tout organisé dans un dossier numérique, étiqueté avec horodatage. À 11h30, le téléphone a sonné. C'était la réception. Madame Brando, il y a un coursier ici avec une livraison pour vous. Une livraison? J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais rien. Très bien, dites-lui de monter. Quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai regardé par l'œilleton. Un jeune homme en uniforme tenait une enveloppe épaisse. J'ai ouvert la porte. Livia Brando? A-t-il demandé. C'est moi. Il m'a tendu l'enveloppe et un porte-bloc. Signez ici, s'il vous plaît. J'ai signé et pris le paquet. C'était plus lourd que ce que j'imaginais. J'ai fermé la porte et je suis retourné au bureau. J'ai déchiré le sceau. À l'intérieur, il y avait un seul document imprimé sur papier lourd et cher avec le logo de Lemos et Associés. C'était une assignation. Eduardo me poursuivait pour divorce. La requête était brutale dans son efficacité. Elle citait des différends irréconciliables et une cruauté émotionnelle, une accusation risible au vu des circonstances. Elle exigeait que je paie ses honoraires d'avocat. Elle exigeait que je quitte notre résidence de San Polo, celle que j'avais décorée, entretenue et dont j'avais payé l'hypothèque pendant des années pendant qu'il jouait au fondateur de start-up. Et tout au fond, il y avait une demande de possession exclusive de la propriété d'Angra Doré, alléguant que c'était un bien prêt marital, malgré le fait que j'avais contribué de manière significative à son entretien et à sa rénovation. Héloïsa Lemos avait fait son premier mouvement. J'ai tout lu, mes lèvres serrées en une ligne fine. Il n'essayait pas seulement de divorcer de moi. Il essayait de m'effacer. Faire comme si nos 12 ans de mariage n'avaient jamais existé. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Fausto. Il a déposé, ai-je dit, affirmant l'évidence. Je sais, a répondu Fausto.
Je viens de recevoir la notification, électronique. C'est ambitieux. C'est une blague, ai-je dit, jetant l'assignation sur la table. Il croit qu'il peut m'intimider pour que je cède. Héloïsa joue son jeu habituel, a dit Fausto. Elle veut te faire peur, te faire accepter un accord pour des miettes. Ne tombe pas là, dedans. Je ne tomberai pas, ai-je promis. Tu as reçu mon email avec les preuves? Oh blé, je viens de réviser, a-t-il dit. C'est solide. La photo du bracelet est particulièrement accablante. Et l'enregistrement de Humberto, un échec et mat. Pouvons-nous utiliser ça? Bien, ai-je dit, me levant et allant à la fenêtre. Rio était une jungle de pierre et j'étais sur le point d'en devenir le prédateur alpha. Alors, donnons-leur quelque chose à mâcher. Dépose notre demande reconventionnelle. Aujourd'hui. Inclut tout, l'infidélité, la fraude financière, la rupture du contrat. Et Fausto, assure-toi qu'Héloïsa Lemos en reçoive une copie avant la fin de la journée. J'ai raccroché et fixé mon reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui me regardait n'était pas la même que celle qui était arrivée il y a 2 jours. Elle était plus affûtée, plus dure, prête. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai ouvert. C'était une photo, un gros plan de la main d'Eduardo tenant la main d'une femme en robe rouge. La légende disait, il est bien plus heureux maintenant. Tu devrais juste retourner à San Polo. J'ai fixé la photo, puis j'ai zoomé. Là, sur le poignet de la femme, il y avait le bracelet de diamant. Et sur le doigt d'Eduardo, l'aperçu d'un nouveau tatouage, un dessin complexe que je ne reconnaissais pas. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement une aventure. C'était sérieux. Et elle envoyait ça. Depuis son téléphone à lui. J'ai sauvegardé l'image, je l'ai ajoutée au dossier numérique et j'ai bloqué le numéro. Laisse-les penser qu'ils gagnent. Laisse-les penser qu'ils peuvent m'intimider avec des photos bon marché et des messages méchants. Parce que quand ma demande reconventionnelle atteindra le bureau d'Héloïsa Lemos, l'expression sur le visage d'Eduardo sera impayable. J'ai pris le coupe-papier de mon bureau et j'ai passé le pouce sur son bord une dernière fois. Il était temps d'aller à la guerre. Le reste de la journée fut un flou de formalités juridiques et de positionnement stratégique. L'équipe de Fausto chez Merrell, associé, travailla avec l'efficacité terrifiante d'une équipe de frappe chirurgicale. À 15 h, j'ai reçu un lien sécurisé vers le brouillon de notre demande reconventionnelle. Je l'ai lu, mes yeux s'écarquillant devant son ampleur. Fausto n'avait pas seulement contre-attaqué. Il avait visé direct au plexus solaire. Le document était un chef-d'œuvre d'agression juridique. Il démantelait systématiquement les allégations de cruauté émotionnelle d'Eduardo, présentant une montagne de preuves qui le peignaient comme l'architecte de sa propre misère. Il citait la clause d'annulation du contrat mot pour mot, joignant la photo du bracelet de Vittoria. J'avais découvert le nom de la fille et l'enregistrement audio de Humberto discutando la fraude fiscale. Mais le véritable coup de grâce était enterré à la page 27. Fausto avait découvert une série de transferts bancaires de petits montants. Initialement, 5 000 ici, 10 000 là, passant du compte d'entreprise d'Eduardo vers une entité offshore basée au Panama, routée par les îles Caïmans. L'entité s'appelait Jacaranda Investimentos. Elle n'avait aucun employé répertorié, aucune adresse physique et aucun but commercial discernable, sauf, bien sûr, cacher de l'argent. Et le transfert le plus récent avait été de 1500 000 R, daté de 3 jours après le mariage, une tentative claire de déplacer des actifs hors du patrimoine conjugal avant que la procédure de divorce ne puisse les geler. C'était un mouvement classique et cela lui coûterait cher. J'ai appelé Fausto immédiatement. Jacaranda Investimentos, et je dis, ma voix, tendue par un mélange de furie et de sombre satisfaction. Tu es sûr que c'est à lui? Absolument, a dit Fausto. Nous avons eu de la chance. Il a utilisé son email personnel pour configurer les instructions initiales de transfert et c'était lié à son ancien ordinateur portable, dont nous avons réussi à casser le cryptage des sauvegardes sur le cloud. Il a cru être malin en utilisant un appareil personnel pour ses affaires. Il a juste été stupide. Stupide et cupide, ai-je murmuré. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était la base d'accusations criminelles, fraude bancaire, évasion de devises. La liste s'allongeait. Nous allons geler ses actifs, m'a assuré Fausto. Le juge signera l'injonction cet après-midi et dès que nous présenterons cela à Héloïsa, elle n'aura d'autre choix que de conseiller à son client de conclure un accord. J'espérais qu'il avait raison. Mais je connaissais aussi Héloïsa Lemos. Elle ne conseillait pas à ses clients de conclure un accord. Elle se battait jusqu'à la fin amère, peu importe si la position était intenable. Bien sûr, à 16h55, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais qui c'était. Livia Brando, ai-je dit, ma voix nette et professionnelle. Madame Brando, ici Héloïsa Lemos. Sa voix était exactement comme je l'imaginais, polie,
élégante et entièrement dépourvue de chaleur. C'était la voix d'une femme qui facturait des honoraires astronomiques et s'attendait à ce que vous la remerciez pour cela. Maître Lemos, à quoi dois-je le plaisir? Je viens de réviser votre. Appelons cela votre demande reconventionnelle, créative, a-t-elle dit, un ton d'amusement dans la voix. Je dois dire qu'il est rare de voir une collection aussi spectaculaire de demi-vérités, d'insinuations cousues de manière si artistique. Ce ne sont pas des insinuations, maître Lemos, ai-je répondu, gardant la voix ferme. Ce sont des preuves, des dépositions sous serment, une comptabilité médico-légale et un schéma clair de mauvaise conduite financière. Votre client fait face à des accusations criminelles, pas seulement à un règlement de divorce. Elle a ri, un son court et métallique. Mon client est un pilier de la communauté, Madame Brando, un entrepreneur à succès. Ce sont des allégations désespérées d'une femme qui a abandonné sa carrière pour être une femme trophée. Vous croyez vraiment qu'un juge va croire qu'un homme comme Eduardo Cavalcanti a besoin de cacher 1,5 million de ré à sa femme? 1,5 million? Ai-je fait écho, laissant le mensonge flotter dans l'air. C'est tout ce que vous croyez que c'est? Parce que notre expert comptable a trouvé quelque chose de proche des 5 millions, maître Lemos, et les transferts s'étendent sur 4 ans. J'ai pu presque entendre les engrenages tourner dans sa tête pendant qu'elle recalculait sa stratégie. 5 millions est une allégation significative, a-t-elle dit enfin, son ton se refroidissant légèrement. Si vous avez des preuves, j'en ai, ai-je interrompu. Et elles seront présentées lors de la phase d'instruction avec les preuves de son aventure extra-conjugale, dont je suis sûr que vous conviendrez qu'elle annule le contrat. Alors, arrêtons le théâtre, maître Lemos. Vous savez aussi bien que moi que votre client est dans un trou et qu'il continue de creuser. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a parlé, sa voix basse et dangereuse, vous commettez une très grosse erreur, Livia. Vous croyez pouvoir affronter la famille Cavalcanti? Vous croyez pouvoir détruire Eduardo et repartir avec une fortune? Vous allez découvrir exactement à quel point nous sommes puissants. Je vous suggère de reconsidérer votre position avant que vous ne me forciez à agir. Je ne force pas votre main, maître Lemos, ai-je dit, un sourire froid, touchant mes lèvres. Votre client l'a fait au moment où il a décidé de trahir sa femme et de voler sa famille. Passez une bonne soirée. J'ai raccroché le téléphone, mon cœur battant la chamade. Ça y est, le gant était jeté. Héloïsa. Lemos était passé des manœuvres juridiques aux menaces directes, ce qui signifiait que je gagnais. J'ai passé le reste de la nuit dans ma chambre d'hôtel, prisonnière par choix. J'ai commandé un service d'étage et j'ai mangé au bureau pendant que je travaillais. Je montais mon dossier, organisant chaque pièce de preuve, créant des chronologies et rédigeant des listes de témoins. Je me préparais pour un procès, pas seulement pour une conférence de règlement, parce que je savais au fond de mon âme que cela irait au tribunal. Vers 20h01, j'ai décidé de faire une pause. J'avais besoin de m'aérer la tête. J'ai mis ma tenue de sport et je suis allé à la salle de gym de l'hôtel. C'était un sanctuaire merveilleusement silencieux de machines grinçantes et d'air vicié. Je suis monté sur le tapis de course et j'ai mis une inclinaison punitive, poussant mon corps jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes hurlent. C'était la seule façon que je connaissais pour faire taire le bruit dans ma tête. J'en étais au kilomètre 6 quand la porte de la salle s'est ouverte. J'ai regardé dans le miroir et mon pas a vacillé une fraction de seconde avant que je ne me force à continuer. C'était Vittoria. Elle était vêtue de leggings impossibles et d'un top de sport qui coûtait probablement plus cher que le loyer de beaucoup de gens. Elle tenait une bouteille d'eau et me fixait. Avec un mélange de défi et était-ce de la pitié? Elle s'est dirigée vers la machine elliptique à côté de la mienne. Bonjour, Livia, a-t-elle dit, sa voix haletante et faussement amicale. Quelle coïncidence de te trouver ici. Je n'ai pas ralenti. Je ne savais pas que tu faisais partie du groupe des artistes affamés maintenant, Vittoria. Où Eduardo t'a acheté un pass gratuit? Son sourire s'est flétri. Je pourrais dire la même chose de toi. Je croyais que tu étais une avocate d'élite. Tu ne devrais pas être, je ne sais pas, en train de bosser au lieu de jouer sur le tapis? Je travaille, et je dis, rencontrant son regard dans le miroir. Je suis en train de monter le dossier contre ton petit ami. Ça prend du temps. Elle a levé les yeux au ciel, mais j'ai vu l'éclair d'incertitude dans son reflet. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas traîner ça et rendre tout le monde misérable? Owens? Tout le monde? Et je fais écho. Ou juste toi et Eduardo? Elle a soupiré, un son dramatique et répété. Écoute, je comprends. Tu es blessé. Mais tu dois accepter qu'Eduardo est passé à autre chose. Il est avec moi. Maintenant et nous sommes sérieux. Assez sérieux pour un tatouage assorti? Ai-je demandé, ma voix distillant. De la glace. Celui qu'il a sur les côtes, celui qui dit « V » plus « et », son visage est devenu blanc. Elle ne savait pas ça. Ou peut-être croyait-elle que c'était un secret.
Quoi qu'il en soit, le mensonge était exposé. Qu'est-ce que tu veux, Livia? A-t-elle lancé, son masque amical tombant enfin. De l'argent, c'est ça? Tu veux tout lui pomper et retourner à Sao Paulo la queue entre les jambes? Je veux la justice, ai-je dit, ralentissant le tapis pour marcher et me tournant enfin pour lui faire face. Et je veux ce qui m'appartient. Et pour ton information, Vittoria, la prochaine fois que tu décideras d'envoyer à ta rivale une photo de la main de ton petit ami, vérifie que ton propre poignet n'est pas sur l'image. Ce bracelet est un peu reconnaissable. J'ai pointé le bracelet rivière de diamants brillants à son poignet, celui-là même que j'avais trouvé dans la voiture d'Eduardo. Sa main a volé vers son poignet, ses yeux écarquillés d'horreur. J'ai pris ma serviette et ma bouteille d'eau. En quittant le tapis, je me suis penché près d'elle, assez pour qu'elle m'entende. Au-dessus du vrombissement des machines. Bonne course, ai-je murmuré. C'est peu, être ta dernière en tant que femme libre. J'ai quitté la salle, là, laissant-la, fixant son propre poignet sous le choc. De retour dans ma chambre, j'ai vérifié mon téléphone. Un seul message d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. J'ai souri. Laisse-les mijoter. Laisse-les tous mijoter. J'avais une longue nuit devant moi. J'avais fait le premier pas et je venais de mettre un échec à leur reine. Maintenant, il était temps de s'attaquer au roi. L'adrénaline de la confrontation à la gym avec Vittoria s'était évanouie. Minuit, laissant derrière elle un vide corrosif et familier. Dormir était impossible. Mon esprit était un fil électrique vivant, lançant des étincelles de connexion, d'implication et le fantôme de son visage quand j'avais mentionné le bracelet. Alors, j'ai fait ce que n'importe quelle personne censée ferait. À 1 du matin dans une chambre d'hôtel étrange, je me suis mis au travail. J'ai rouvert mon ordinateur, la lueur de l'écran coupant l'obscurité. Le fichier, sur Eduardo grossissait, mais il manquait encore une pièce cruciale. La famille. Umberto Cavalcanti n'était pas seulement un beau-père pompeux. Il était le chef d'un empire immobilier construit sur une base qui commençait ressemblait moins à du roc solide et plus à du sable mouvant. Je devais connaître la profondeur de la pourriture. J'ai navigué jusqu'à la base de données en ligne du registre foncier et du registre du commerce. C'était un trésor pour qui était prêt à creuser, et j'étais plus que prête. J'ai commencé par Cavalcanti Participations, Ltda, effectuant une recherche complète sur toutes les propriétés associées à l'entreprise. La plupart étaient légitimes, manoirs en bord de mer, magasins, commerciaux, un portefeuille d'immeubles locatifs. Mais 3 annonces ont attiré mon attention. C'étaient des terrains industriels situés dans des parties moins désirables de la Baía Fluminense et de l'intérieur de Sao Paulo. Selon les registres, ils appartenaient à la holding, mais étaient évalués de manière significativement inférieure à des propriétés comparables dans la zone. Et chacun avait une hypothèque massive et récente liée. J'ai croisé les créanciers des hypothèques. Ce n'étaient pas des banques traditionnelles. C'étaient de petites sociétés de crédit avec des noms comme Littoral Capital et Equity Group Val. Une recherche rapide a révélé que ces entreprises se spécialisaient dans les prêts à haut risque et aux intérêts abusifs, des prêts qui étaient souvent prédateurs. Et l'emprunteur de ces 3 prêts n'était pas la holding, c'était Umberto Cavalcanti personnellement. Il avait hypothéqué ses biens personnels pour soutenir des entreprises commerciales défaillantes. Cela expliquait le désespoir pour l'argent du mariage. Il n'était pas seulement pingre, il était aux abois. J'ai creusé plus profond. J'ai trouvé des registres de financement montrant que Umberto avait utilisé son portefeuille personnel d'actions comme garantie pour ses prêts. Si le marché baissait ou si une de ses propriétés se retrouvait sous l'eau, il serait forcé de vendre. Tout ce qu'il possédait était poussé à la limite. La fortune de la famille Cavalcanti n'était pas une forteresse. C'était un château de cartes, et le vent soufflait. J'ai organisé les preuves dans un nouveau dossier. Exposition financière d'Umberto Cavalcanti. Puis j'ai tourné mon attention vers l'homme qui avait commencé tout ce bordel. J'avais besoin d'en savoir plus sur Jacaranda. Investimento. Le Panama était notoirement secret, mais je n'étais pas sans ressources. J'avais un ami de faculté, un brillant expert comptable nommé Kenji Sato, qui dirigeait maintenant son propre cabinet spécialisé dans le recouvrement d'actifs internationaux. Je lui ai envoyé un message sécurisé avec les détails des transferts et le nom de l'entreprise écran. En 1 heure, il a répondu: Livia, Jacaranda est un jeu de bonne taux classique. L'agent enregistré est un bureau à Panama City. Pas de bénéficiaires listés, mais j'ai passé les schémas de transaction dans notre modèle d'IA. Les adresses IP utilisées pour initier les transferts ne proviennent pas de là. Elles rebondissent par des serveurs à Toronto et Londres avant de frapper une adresse résidentielle juste ici à Sao Paulo. Tu veux deviner à qui elle appartient? Mon sang s'est glacé. Je le savais déjà. J'ai répondu:
Son duplex à Itaïm, Bibi. Celui qu'il a dit avoir vendu il y a 2 ans. Bingo, a répondu Kenji. On dirait qu'il a juste transféré le titre à une offshore qu'il contrôle et qu'il a continué d'y vivre. L'intrigue s'épaississait. Kenji m'a envoyé une capture d'écran des données. C'était irréfutable. Eduardo n'avait pas seulement caché de l'argent, il avait caché un bien immobilier de luxe, un actif de plusieurs millions de réais. Et, s'il avait menti sur ça, sur quoi d'autre mentait-il? Je me suis renversé dans mon fauteuil, fixant le plafond. La toile se refermait. Chaque mouvement de leur part, chaque mensonge raconté ne servait qu'à les emmêler davantage. C'étaient des criminels amateurs, négligents et arrogants, croyant à leur propre marketing. C'était presque trop facile. Presque. À 4 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était un appel vidéo d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. L'écran est resté noir un moment. Puis, une image est apparue. Elle était tremblante, mal éclairée. C'était l'appartement d'Eduardo à Itaïm. J'ai reconnu la vue par la fenêtre, la disposition de la cuisine. Et là, posée sur le bar, il y avait une bouteille de cette cachaça de réserve spéciale, la préférée de Umberto. Puis la caméra a tourné et je les ai vus. Eduardo et Vittoria. Ils étaient en train de se hurler dessus. Tu as dit qu'elle bluffait, a sifflé Vittoria, le visage tordu de colère. Tu as dit qu'elle ne se battrait pas. Maintenant regarde ce bordel. Mon père m'appelle, me demandant si c'est vrai. Je m'en occupe, a crié Eduardo, frappant du poing sur le bar. La bouteille a vacillé précairement. Eloïsa est la meilleure. Elle va l'enterrer. L'enterrer? Elle vient de nous servir une demande reconventionnelle qui inclut une injonction pour geler tes biens. Est-ce que tu réalises seulement ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne peux pas payer tes propres avocats. Tu ne peux pas payer ton loyer. Tu es ruiné, Eduardo? Je ne suis pas ruiné, a-t-il rugi, saisissant la bouteille et buvant une gorgée directement au goulot. J'ai de l'argent, j'ai des investissements. Menteur, a crié Vittoria. Ton père est ruiné. Il a tout hypothéqué, jusqu'au cou. C'est lui qui a eu besoin de l'argent du mariage. Et maintenant tu m'as entraîné là, dedans. Je vais être déposé. Mon nom va sortir dans les journaux. Le visage d'Eduardo s'est tordu de rage. Il s'est avancé vers elle, la saisissant par le bras. Ferme-la. Ferme-la. Tu n'es qu'une opportuniste, de toute façon. Tu as de la chance que je daigne te regarder. Vittoria a lâché un cri aigu, essayant de se libérer. La caméra a tourné follement, puis est tombée par terre. La vidéo s'est terminée sur des parasites. Je suis resté là dans le noir, le cœur battant. J'ai repassé la vidéo, là, regardant en boucle. Je l'ai sauvegardée sur mon drive crypté. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était un aveu. Une dispute domestique capturée en vidéo, complète avec des aveux de difficultés financières, d'abus émotionnels et un motif clair pour que Vittoria se retourne contre lui. J'ai transféré la vidéo à Fausto avec un mot simple. Pièce A. Puis j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis le moment où Umberto m'avait bloqué le passage. J'ai rédigé un email pour le canal de dénonciation du fisc. J'ai joint les registres de propriété des 3 terrains industriels, les détails des prêts prédateurs et un résumé de l'exposition financière d'Umberto. Je n'ai pas inclus le nom d'Eduardo ou la procédure de divorce. C'était purement sur Umberto et sa potentielle fraude fiscale. C'était propre, légal et dévastateur. J'ai appuyé sur envoyer. 1 heure plus tard, alors que la première lumière grise de l'aube commençait à apparaître sur Rio, mon téléphone a sonné. C'était Fausto. Tu as dormi? A-t-il demandé. Défini dormir, ai-je dit, me frottant les yeux. Je viens de parler avec Eloïsa Lemos, a-t-il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Elle était branlée. Elle a reçu notre injonction de gel des actifs avec le rapport médico-légal de Kenji. Et apparemment, son client a eu une discussion animée avec sa petite amie hier soir qui a été accidentellement enregistrée. Accidentellement, ai-je murmuré. Disons que c'est une preuve convaincante, a dit Fausto. Eloïsa conseille à son client de conclure un accord. Elle dit que le dossier est indéfendable. Mon cœur a bondi. Alors, on les tient. Pas exactement, a tempéré Fausto. Eduardo refuse d'accepter. Il insiste, pour porter l'affaire au procès, convaincu qu'il peut encore t'intimider. Il se montre difficile. Bien sûr qu'il l'était. Il était acculé, et les animaux acculés étaient les plus dangereux. Continue de presser pour un accord, ai-je dit, ma voix durcissant. Mais prépare-toi pour le procès, parce que s'il veut une lutte, je vais lui en donner une qu'il n'oubliera jamais. J'ai raccroché et je me suis levé, étirant la douleur dans mon dos. J'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'éveillait. Quelque part,
Eduardo était probablement en train de soigner une gueule de bois et un ego blessé. Umberto fixait probablement ses dettes croissantes. Et Vittoria cherchait probablement une stratégie de sortie. Laisse-les se tordre. Laisse-les conspirer. Et se mentir les uns aux autres, parce que j'avais la seule chose qu'ils ne pouvaient pas acheter ou intimider. La vérité. Et dans quelques heures, toute la famille Cavalcanti apprendrait une leçon très douloureuse sur ce qui arrive quand on sous-estime une femme qui n'a rien à perdre. À 9, la ville était une symphonie de chaos. Klaxons, sirènes, le vacarme, lointain d'un camion poubelle. J'avais pris ma douche, mis un tailleur gris. Anthracite impeccable que j'avais fait livrer d'urgence et j'étais assise dans mon centre de commandement improvisé, attendant les conséquences. Ce tailleur était une déclaration. Il disait « avocate, pas épouse docile ». Il disait « pouvoir ». Mon téléphone a vibré. Un message de Fausto, Héloïsa vient d'appeler. Elle veut se réunir aujourd'hui. 14 à son bureau. J'ai fixé le message. C'était ça. La première négociation réelle. J'ai tapé en retour un seul mot, accepté. Puis j'ai appelé Kenji. Il a répondu dès la première sonnerie. Dis-moi que tu as de bonnes nouvelles, ai-je dit. J'ai des nouvelles intéressantes, a-t-il répondu. J'ai terminé l'immersion profonde dans les finances de Umberto. C'est pire que ce qu'on pensait. Il a presque 20 millions de réés de dettes personnelles, toutes liées à ses créanciers privés obscurs. Et les taux d'intérêt, Livia. Predators. Certains atteignent 4% par mois. Il saigne de l'argent. Peut-il déclarer faillite, ai-je demandé. Pas sans tout perdre, a dit Kenji. Sa garantie personnelle sur les prêts de la holding signifie que si l'entreprise fait défaut, ils peuvent s'en prendre à ses biens personnels, maisons, voitures, collections d'art. Et il y a une clause dans l'accord d'associés qui le pénalise sévèrement pour faillite personnelle. C'est un piège planifié. Un piège? Bien sûr. Umberto Cavalcanti n'avait pas seulement construit un empire, il s'était construit une cage. Envoie-moi le rapport complet, ai-je dit. Et Kenji découvre qui sont ses créanciers. Les vrais propriétaires des holdings. J'ai le sentiment qu'ils ne sont pas qui ils semblent être. J'ai raccroché et immédiatement appelé Fausto. Kenji a confirmé, ai-je dit, sans préambule. Umberto est enterré. 20 millions de dettes personnelles. Aléatoire au maximum. Fausto a lâché un sifflement bas. Ça explique la facture du mariage. Il essayait de cacher un article pour éviter que ses créanciers ne recouvrent les dettes. S'il savait qu'il dépensait des centaines de milliers pour une fête, il le verrait comme instable, raison pour laquelle il a besoin que cela disparaisse silencieusement. Exactement, ai-je dit. Alors, nous utilisons ça dans la réunion avec Héloïsa. Nous ne menaçons pas seulement Eduardo, nous menaçons tout l'Empire. Cavalcanti. Nous laissons entendre clairement que si cela va au procès, le château de cartes de Umberto s'effondre. Ça ressemble à un plan, a dit Fausto. Je serai là à 13h30. On entre, ensemble. J'ai passé les heures suivantes à préparer mes arguments d'ouverture. Je n'allais pas simplement m'asseoir et écouter Héloïsa les mots se poser. En supérieur. J'allais dicter les termes de la conversation. J'ai imprimé des copies des documents clés, les reçus de transfert, la photo du bracelet, la transcription de l'appel vidéo et, plus important encore, le résumé du rapport financier de Umberto. Je les ai organisés dans une pochette en cuir noir, élégante, un cadeau d'Eduardo pour notre 10e anniversaire, maintenant réaffecté comme outil de sa ruine. À 13h15, j'ai quitté l'hôtel. L'air de Rio était lourd d'humidité. J'ai marché, les 10 pâtés de maison jusqu'au bureau d'Héloïsa, mes talons claquant sur le pavé selon un rythme qui s'accordait au battement de mon cœur. Ce n'était pas de la nervosité, c'était de la concentration. Le bureau d'Héloïsa se trouvait au 15e étage d'un gratte-ciel à Leblon. Bois poli, art moderne et vu qui coûtait une fortune par mois. L'assistante, une femme à l'allure sévère avec un chignon si serré qu'il semblait douloureux, nous a accompagnés jusqu'à la salle de conférence. Héloïsa Lemos était déjà là, assise au bout d'une longue table en acajou. Elle était une présence formidable, grande et anguleuse, avec une coupe Chanel grise tranchante et un tailleur très cher. Elle ne s'est pas levée pour nous saluer, elle a juste incliné légèrement la tête, ses yeux, m'évaluant avec le calcul froid d'un chirurgien. Maître Merel, Madame Brandon, a-t-elle dit, sa voix suave comme toujours. S'il vous plaît, asseyez-vous. Fausto et moi nous sommes assis face à elle. Il n'y avait personne d'autre dans la salle. C'était une réunion privée. Ne perdons pas de temps avec des aménités, a commencé Héloïsa, croisant les mains sur la table. Mon client est disposé à proposer un accord. Il acceptera un partage des biens tels que, décrits dans le contrat de mariage, avec une augmentation modeste de la pension alimentaire. En échange, Madame Brando accepte de retirer toutes les allégations
d'infidélité et de mauvaise conduite financière et signe un accord de confidentialité mutuelle. J'ai souri. C'était un geste pratiqué et vide. C'est généreux, maître Lemos. Vraiment. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Ses yeux se sont rétrécis. Pardon? Nous ne sommes pas ici pour négocier un accord basé sur le contrat, ai-je dit, ouvrant ma pochette et faisant glisser le premier document sur la table. C'était le résumé de l'exposition financière de Humberto. Nous sommes ici pour discuter de la dissolution du mariage et du partage des biens conjugaux, qui, grâce aux actions de votre client, sont maintenant significativement plus complexes. Eloïsa a regardé le papier, son expression illisible, puis a regardé Fausto. C'est une sorte de plaisanterie? C'est sur Humberto. Cavalcanti, pas sur Eduardo. En réalité, a dit Fausto, sa voix calme et ferme, c'est tout à fait sûr. Eduardo. Eduardo est l'héritier présomptif de l'empire Cavalcanti. Si cet empire s'effondre sous une montagne de dettes et d'investigations du fisc, quelle est la valeur nette d'Eduardo? Quel est son potentiel de gain futur? Et plus important, qu'est-ce que cela fait à sa capacité à payer les honoraires d'avocat que vous facturez? La mâchoire d'Eloïsa s'est durcie. Elle savait que nous avions raison. J'ai glissé un autre document sur la table, la transcription de l'appel vidéo. Et il y a encore ceci. Une conversation sincère entre votre client et sa compagne. C'est assez éclairant, surtout la partie où il admet des difficultés financières et la traite d'opportuniste. Je suis sûr qu'un jury trouverait cela charmant. Eloïsa n'a pas touché le papier. Elle l'a juste fixé, les jointures de ses doigts blanches. J'ai posé le dernier document sur la pile, la demande d'injonction pour blocage des biens. Et enfin, ceci, que nous déposerons demain matin si nous ne parvenons pas à une résolution satisfaisante. Aujourd'hui, nous avons des preuves d'un schéma de dissipation des biens conjugaux, maître Lemos. Nous gèlerons chaque compte, chaque propriété, chaque véhicule d'investissement lié à Eduardo Cavalcanti. Il ne pourra pas s'acheter un café, encore moins payer vos provisions. Pour la première fois depuis que nous nous étions assis, Eloïsa Lemos a semblé incertaine. Elle s'est renversée dans son fauteuil, les yeux alternant entre moi et Fausto. La prestance de glace se fissurait. Mon client, il ne veut pas que cela aille au procès, a-t-elle dit, sa voix perdant une partie de sa confiance antérieure. Il veut en finir. Moi aussi, ai-je dit, me penchant en avant. C'est pourquoi je propose une solution. Eduardo accepte une renonciation totale et inconditionnelle au contrat de mariage. Nous divisons les biens conjugaux moitié et il paie mes honoraires. En échange, j'accepte de ne pas porter plainte au criminel contre lui ou son père. Eloïsa a ri, mais c'était un son creux. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Division égalitaire? Il ne lui restera presque rien. Il lui restera sa vie, ai-je rétorqué. Et sa liberté. Parce que si cela va au procès, maître Lemos, je ne présenterai pas seulement ces preuves à la chambre de la famille. Je remettrai tout au ministère public, à la CVM et au fisc. Votre client fera face à des accusations criminelles. Est-ce l'issue que vous voulez pour lui? La salle a plongé dans le silence. Le seul bruit était le ronronnement bas de la climatisation. Eloïsa m'a fixé pendant un long moment. Puis, lentement, elle a ramassé les papiers, les empilant soigneusement. Je dois parler avec mon client. Bien sûr, a dit Fausto, se levant. Nous serons dans le couloir. Nous sommes sortis de la salle, la lourde porte en chêne claquant derrière nous. Fausto s'est tourné vers moi, un sourire apparaissant sur son visage. C'était brutal et magnifique. J'ai pensé chaque mot, et je dis, l'adrénaline commençant enfin à descendre, laissant une fatigue profonde. Il a jusqu'à la fin de la journée. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. 20 minutes plus tard, Eloïsa a émergé. Son visage était un masque de détachement professionnel, mais ses yeux étaient froids. Elle avait perdu cette manche. Il acceptera vos termes, a-t-elle dit, sa voix sèche, avec un ajout, l'accord de confidentialité est non négociable. J'ai souri. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main. L'accord était scellé. En sortant de l'immeuble et en regagnant la rue animée, le soleil de midi semblait différent, plus chaud, plus brillant. La guerre n'était pas finie. Il y aurait des batailles sur les détails, sur la rédaction du jugement final, mais l'issue n'était plus en doute. J'ai regardé les gratte-ciel, le verre et l'acier qui symbolisaient le monde dans lequel j'étais. Sur le point de rentrer. Je n'étais plus une étrangère regardant de l'extérieur. J'étais une joueuse, une force avec laquelle il fallait compter. L'accord avait été scellé, mais la guerre n'était pas finie. Elle entrait dans une phase nouvelle et plus vicieuse. Les heures suivantes furent un tourbillon de documents juridiques, d'appels et de manœuvres stratégiques. Fausto et son équipe ont travaillé sans relâche, rédigeant l'acte d'accord avec la précision de techniciens de déminage.
Un mot de travers, une clause ambiguë, et tout, pourrait exploser. Moi, entre-temps, je suis devenu un fantôme. J'ai arrêté de répondre aux appels de numéros inconnus. J'ai désactivé mes réseaux sociaux. J'ai demandé à l'hôtel de transférer les appels de ma chambre directement à la messagerie. Ma seule communication était avec Fausto et Kenji. J'opérais dans l'ombre, une générale dirigeant ses troupes depuis un bunker sûr. Les termes de l'accord étaient brutaux pour Eduardo, exactement comme je l'avais voulu. Le contrat de mariage était annulé. Les biens conjugaux qui incluaient maintenant le duplex d'Itaem, une portion significative des profits de sa start-up et divers comptes d'investissement seraient partagés équitablement. Il était aussi responsable de mes honoraires d'avocat, une somme qui atteignait déjà les 6 chiffres. Et, comme une touche finale exquise, il a dû garantir personnellement la facture de 250 000 du mariage, retirant mon nom du contrat entièrement. La seule concession que j'ai faite fut l'accord de confidentialité. Je ne dirai pas de mal de lui publiquement et il ne dirait pas de mal de moi. C'était un petit prix à payer pour la dévastation financière que j'avais déclenchée. De plus, la meilleure vengeance n'est pas un cri fort, c'est le sourire calme et satisfait que vous portez quand votre ennemi réalise qu'il a perdu. Le matin du 3e jour, Fausto m'a appelé avec une mise à jour. Il a signé, a-t-il dit, la fatigue évidente dans sa voix. Il vient de signer. Eloïsa Lemos rédige les termes finaux pour l'homologation du juge. Une vague de soulagement m'a envahi, si puissante qu'elle a affaibli mes genoux. Je me suis laissé tomber sur la chaise la plus proche, la main pressée contre ma poitrine. C'était fini. La bataille juridique était gagnée. Et Umberto, ai-je demandé. Étrangement silencieux, a dit Fausto. Je crois que la nouvelle de ses problèmes financiers l'a plus effrayé que n'importe quoi d'autre. Il a reculé. Il sait que s'il pousse, on expose tout. Bien, ai-je dit. Alors maintenant, c'est juste Eduardo. Juste Eduardo, a confirmé Fausto. Et il ne gère pas bien. Eloïsa a dit qu'il était émotif. Elle a pratiquement dû lui tenir la main pour qu'il signe. J'ai souri. Émotif. C'était un mot pour dire ça. Le jugement final a été homologué par le juge cet après-midi-là. C'était un fait accompli. Eduardo Cavalcanti était officiellement un homme divorcé, et il partait avec la moitié de ce qu'il avait apporté au mariage, la moitié de son avenir et la moitié de sa fierté. J'espérais qu'il disparaîtrait, qu'il ramperait vers son monde de start-up et de socialite, léchant ses blessures et planifiant son prochain mouvement. Je m'attendais à un message, peut-être un email désagréable, mais rien de plus. J'avais tort. Il est venu à l'hôtel. J'étais dans le hall en train de faire le check-out, mais quelques affaires emballées dans une seule valise. J'avais décidé d'emménager dans un loft temporaire à Villa Maddalena, à San Polo, un endroit que j'avais trouvé en ligne et qui criait « femme indépendante et prospère ». Exactement. L'image que je voulais projeter. C'est alors que je l'ai vu. Il se tenait prêt, des portes rotatives, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il ressemblait à une loque. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux ébouriffés et son tailleur coûteux étaient froissés, comme s'il avait dormi avec. Il paraissait plus vieux, plus petit. L'Eduardo Cavalcanti que j'avais connu, le charmant et charismatique investisseur, était parti. À sa place, il y avait un homme défait et amer. Nos regards se sont croisés à travers le hall de marbre. Il a traversé les portes, marchant vers moi avec un but qui a fait se serrer mon estomac. « Livia » a-t-il dit, sa voix rauque. « Nous devons parler. » Je crois que nous avons fini de parler, Eduardo, ai-je dit, gardant ma voix calme et ferme. J'ai fait signe au bagagiste, qui tenait mes bagages. Je fais mon check-out. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il sifflé, saisissant mon bras. La prise était étonnamment forte. Tu ne peux pas simplement tout abandonner. Gentiment, mais fermement, j'ai enlevé sa main. Il n'y a pas de tout, Eduardo. Il n'y a pas de nous depuis longtemps. Le juge vient de signer les papiers. Nous sommes légalement des étrangers. C'est de la folie, a-t-il crié, attirant l'attention du concierge et de quelques clients. Tu jettes 12 ans de mariage à cause d'une facture de mariage stupide et d'une crise de la quarantaine. J'ai ri, un son court qui a coupé l'attention. Une crise de la quarantaine? C'est comme ça que tu appelles ça? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu fais une dépression publique parce que ta femme a enfin repris les rênes. Il s'est avancé à nouveau, mais cette fois le bagagiste est intervenu, sa main posée de manière protectrice sur ma valise. Monsieur, il y a un problème ici? Eduardo a foudroyé le jeune homme du regard, puis a retourné sa fureur vers moi. Tu crois avoir gagné? Tu crois que cet accord fait de toi la gagnante? Tu as remporté une victoire à la Pyrrhus, Livia. Tu as détruit la famille. Tu as fait honte à mon père. Tu as aliéné tous ceux qui comptaient pour nous. Nous, ai-je répété, ma voix tombant dans un chuchotement. Il n'y a pas de nous, Eduardo. Tu as garanti cela quand tu as choisi l'approbation de ton père plutôt que l'amour de ta femme.
Quand tu as choisi cette fille, plutôt que ton mariage. Son nom est Victoria. A-t-il rugi, le visage devenant pourpre. Et elle me soutient plus en un jour que toi en 12 ans. J'ai souri, un sourire froid. Et dur qui, je le savais, le couperait jusqu'à l'os. Elle te soutient ou elle est juste ambitieuse? Parce que d'ici, elle semble plus intéressée par ton argent que par ton cœur. Et en parlant d'argent, j'ai pris mon téléphone, mon doigt planant sur un seul bouton. Je voulais te montrer une dernière chose, avant de partir. Un petit souvenir de notre mariage. J'ai appuyé sur play. La vidéo du duplex d'Item a commencé à tourner. Le son n'était pas génial, mais sa voix était indubitable. Tu n'es qu'une opportuniste de toute façon. Tu as de la chance que je daigne te regarder. La couleur a quitté son visage. Il a fixé mon téléphone, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Comment as-tu eu ça? A-t-il bégayé. J'ai mes moyens, ai-je dit, rangeant le téléphone dans ma poche. Et ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas encore partagé. Mais si tu t'approches de moi à nouveau, si tu essaies de me harceler, ou de traîner mon nom dans la boue, cette vidéo devient publique avec les registres financiers et le rapport du fisc. Ai-je été clair? Il m'a juste fixé, les yeux écarquillés par un mélange de haine et de terreur. Je me suis tourné vers le bagagiste. Je suis prête. En passant devant Eduardo, je me suis arrêté une seconde. Je me suis penché pour que lui seul entende. La facture du mariage est payée, au fait, ai-je murmuré. Avec ta moitié de l'accord. Considère ça comme un cadeau final de ta femme. Adieu, Eduardo. Je suis sorti de l'hôtel dans la lumière éclatante d'un après-midi carioca. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais sentir son regard sur moi, me brûlant le dos comme une marque au fer. La guerre était finie. La bataille pour mon avenir venait de commencer. Et en glissant sur la banquette arrière du taxi, je me suis permis une seule pensée triomphante, j'avais gagné. Et le meilleur de tout, il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Le trajet en taxi vers mon nouveau loft à Villa Maddalena a été une expérience surréaliste. J'ai regardé par la fenêtre les rues familières de São Paulo, les voyant avec de nouveaux yeux. Ce n'était pas la ville que je visitais en tant que touriste ou vers laquelle je volais en tant que belle épouse au bras de son mari. C'était ma ville maintenant. Une ville d'opportunités, d'arêtes, tranchantes, de gens qui ne cligneraient pas des yeux si vous pleuriez dans le métro parce qu'ils étaient trop occupés à mener leur propre bataille. J'ai aimé ça. J'ai aimé l'anonymat, la méritocratie. Mon téléphone a vibré. Un message de Fausto, accord enregistré. Eduardo vient de sortir de mon bureau. Il avait l'air d'avoir été percuté par un camion. Tu avais raison. Il ne sera plus un problème. J'ai souri et tapé en retour. Super. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai jeté dans mon sac. Je ne voulais plus de distraction. J'avais une nouvelle maison à organiser, une nouvelle vie à construire et une carrière à relancer. Le passé était mort, enterré sous le poids de documents juridiques et d'une victoire finale décisive. L'appartement était tout ce que j'espérais. C'était un loft au dernier étage, briques apparentes, sol en béton ciré et fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur le coucher de soleil de São Paulo. Il était sans meubles, ce qui me convenait parfaitement. Je voulais le remplir avec des pièces à moi. J'ai choisi des choses qui me représentaient, pas nous. Au cours de la semaine suivante, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écumé les studios de design du Jardim Paulistano et les foires d'antiquités de Bixiga, créant une collection de meubles modernes, confortables et résolument chers. Un canapé gris élégant, un fauteuil Charles Eames vintage, une table à manger faite de bois de démolition. Pero Barroza. J'ai embauché un menuisier pour installer un bureau de pointe, complet avec un énorme moniteur, une imprimante de pointe et une bibliothèque, sur mesure qui allait du sol au plafond. C'était mon sanctuaire, ma forteresse, et c'était parfait. J'ai aussi réactivé mon inscription à l'OAB, Ordre des avocats. Ce fut un processus simple, mais il a semblé monumental. Je n'étais plus Livia Cavalcanti, ex-épouse. J'étais Livia Brando, avocate. J'ai contacté quelques anciens collègues et, en quelques jours, j'ai reçu plusieurs offres de conseil juridique en freelance. Ce n'était pas un poste d'associé, encore, mais c'était un début. C'était un revenu. C'était l'indépendance. Un après-midi, environ une semaine après avoir emménagé, j'étais dans un café près de chez moi en train de réviser un contrat de licence logicielle quand j'ai ressenti un frisson dans la nuque, la sensation distincte d'être observé. J'ai levé les yeux de mon ordinateur et mon sang s'est glacé. De l'autre côté de la rue, debout dans l'ombre d'un Porsche, il y avait Victoria. Elle paraissait différente. Le vernis soigneusement construit de l'autre femme avait disparu, remplacé par une expression d'anxiété pure. Ses cheveux étaient en désordre,
ses vêtements froissés et elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle me fixait avec une intensité qui était presque effrayante. J'ai soutenu son regard un long moment. Puis, calmement, j'ai fermé mon ordinateur et je me suis levé. J'ai traversé la rue et me suis arrêté à quelques pas d'elle. « Je peux t'aider, Vittoria ?» ai-je demandé, ma voix froide et distante. Elle a tressailli comme si ma voix était un coup physique. « J'ai besoin de te parler. » a-t-elle bégayé, ses yeux bougeant nerveusement. « C'est à propos d'Eduardo. »« Oh non mais... » Je ne discute pas d'Eduardo, ai-je dit, faisant mine de passer devant elle. « Nous n'avons plus rien à nous dire. »« S'il te plaît, » a-t-elle crié, saisissant mon bras. La prise était désespérée. « Tu dois m'aider. Il a perdu la raison. » Je me suis arrêté, me tournant vers elle. J'ai permis à une lueur de curiosité d'apparaître. « Perdu quoi ?»« Tout » a-t-elle sifflé, les yeux se remplissant de larmes. « L'argent, les investisseurs, la tête. Il boit sans arrêt depuis que le divorce a été prononcé. Il parle de se suicider. Il dit que c'est de ta faute. Sérieux. Se suicider? C'est ce qu'il te raconte? Comme c'est pratique. C'est vrai, a-t-elle insisté. Il est dans une spirale et je suis coincé, au milieu. Il ne me laisse pas partir. Il dit que si je pars, il se tue. Je l'ai étudié un moment. Elle tremblait, les yeux sauvages d'un mélange de peur et de ressentiment. Soit elle était une actrice brillante, soit elle était véritablement terrorisée. Et si elle était terrorisée, cela signifiait qu'Eduardo était plus dangereux que je ne le pensais. Mais je n'étais pas sa sauveuse. Je n'étais pas sa thérapeute. J'étais la femme qu'elle avait aidé à détruire. Je suis désolé d'entendre ça, Vittoria, ai-je dit, ma voix dépourvue de sympathie. Mais c'est entre toi et Eduardo. Ce n'est plus mon problème. C'est ton problème, a-t-elle crié, attirant l'attention d'un couple qui passait. Tu lui as fait ça. Tu l'as ruiné. J'ai souri, un sourire froid et dur. Non, Vittoria, j'ai juste tenu un miroir. Il n'a pas aimé ce qu'il a vu, alors il l'a brisé. Ne me blâme pas pour les conséquences de ses actes. Je suis détourné et je suis parti, la laissant là sur le trottoir, sanglotant. Mais ses paroles sont restées avec moi. Eduardo était en spirale, parlant de suicide. C'était une tactique classique du coupable et désespéré, une façon de manipuler, de contrôler et de susciter la sympathie. Et s'il manipulait Vittoria, qui d'autre essayait-il de manipuler? Le tribunal? Les médias? J'ai pris mon téléphone et appelé Fausto. Fausto, ai-je dit, je viens de recevoir la visite de Vittoria. J'ai raconté la rencontre, ses allégations sur l'instabilité d'Eduardo et les menaces de suicide. Merde, a dit Fausto, la voix sombre. J'espérais qu'il disparaîtrait simplement. Ça complique les choses. Il essaie de se faire passer pour une victime, ai-je dit, me peignant. Comme la méchante qui l'a poussé au désespoir. Nous devons être préparés à ça. Nous le sommes, a assuré Fausto. Je vais demander à notre enquêteur de jeter un coup d'œil. Voir s'il y a une vérité dans ces menaces. Mais Livia, sois prudente. Un homme comme Eduardo, quand il sent qu'il n'a rien à perdre, est capable de n'importe quoi. J'ai raccroché le téléphone, un nœud d'inquiétude se formant dans mon estomac. Fausto avait raison. J'avais gagné la bataille juridique, mais la guerre n'était pas finie. J'étais entré dans une phase nouvelle et plus dangereuse. J'ai regardé mon nouvel immeuble, le verre et l'acier qui abritait ma nouvelle vie. C'était une forteresse, mais serait-elle assez solide? J'ai écarté la pensée. J'avais survécu à Umberto. J'avais survécu à Eduardo. Je survivrais à ça. J'étais Livia Brando, et je n'avais pas peur. Je suis entré dans l'immeuble, le portier tenant la porte pour moi avec un hochement de tête poli. Je suis monté par l'ascenseur, le silence étant un baume bienvenu après le chaos de la rue. En ouvrant la porte et en entrant dans mon appartement vierge et vide, j'ai pris une décision. Je n'allais pas vivre dans la peur. Je n'allais pas laisser l'instabilité d'Eduardo dicter ma vie. J'allais me battre. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à taper. Je rédigeais un nouveau document, qui anticiperait toute tentative d'Eduardo de manipuler le récit. C'était une mise en demeure de cesser et s'abstenir, non, pas pour lui, mais pour les médias. Elle déclarait en termes sans équivoque que toute déclaration fausse ou diffamatoire faite sur moi par Eduardo Cavalcanti ou ses associés serait accueillie par une action légale rapide et décisive. Je ne serais pas une victime. Je serais un rempart. J'ai imprimé la lettre et signé. Avec un paraphe. Puis je l'ai numérisée et envoyée à tous les principaux médias, de San Polo. Laisse-le essayer de se faire passer pour une victime. J'étais prête. Le jeu venait de changer et j'avais l'intention de gagner. La notification fut comme un coup de semonce. Elle était professionnelle, impersonnelle et entièrement dévastatrice dans ses implications.
Je ne faisais pas que me défendre. Je passais à l'offensive. Et les médias, sentant l'odeur du sang, ont commencé à tourner. La première histoire est sortie 2 jours plus tard. C'était une courte note dans une colonne mondaine. Le divorce. Cavalcanti prend un tour sombre. L'ex-épouse émet une mise en demeure contre les rumeurs. Elle citait des sources proches du dossier décrivant ma lettre comme agressive et inutile. Mais la note observait aussi qu'Eduardo Cavalcanti était resté visiblement silencieux depuis que le divorce avait été finalisé, alimentant les spéculations sur son état mental et financier. Puis vint le coup réel. Ce fut un mercredi matin. J'étais au bureau en train de réviser un contrat complexe quand l'alerte info a brillé sur l'écran, urgent. L'entrepreneur Eduardo Cavalcanti fait face à des accusations de fraude sur fond de querelle familiale. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cliqué sur le lien. L'histoire, publiée par un grand journal économique, était une bombe. Elle détaillait les allégations de mauvaise conduite financière qui circulaient dans les milieux juridiques, les liant directement à la défunte start-up d'Eduardo, EtherTech. L'article alléguait qu'Eduardo avait déformé les coûts d'acquisition d'utilisateurs de l'entreprise auprès des investisseurs, gonflant artificiellement l'évaluation avant sa vente. La source de la fuite était anonyme, mais les détails étaient trop spécifiques pour être autre chose qu'un travail interne. Je me suis renversé dans mon fauteuil, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas mon œuvre. Je n'avais pas parlé à la presse. Je n'avais pas fait fuiter un seul document. Ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait fait, quelqu'un qui voulait voir Eduardo brûler autant que moi. Umberto? Non. Umberto était trop occupé à protéger sa propre peau. Il ne risquerait pas d'attirer ce genre d'examen sur le nom de la famille. Ce qui ne laissait qu'une seule autre personne. Vittoria. C'était logique. Elle était désespérée, acculée, et cherchait une sortie. Se retourner contre Eduardo était son seul coup, et elle avait choisi l'arène où il était le plus vulnérable. Sa réputation, professionnelle. J'ai pris le téléphone et appelé Fausto. Tu as vu? A-t-il demandé avant que je ne puisse dire allô. J'ai vu, ai-je dit. Ce n'était pas nous. Je sais, a-t-il dit, avec une sombre satisfaction. Mais cela aide immensément notre cause. Le ministère public et la CVM devront ouvrir une enquête maintenant. Et avec ce genre d'examen, tout espoir d'un atterrissage en douceur pour lui s'est envolé. Il avait raison. Cela changeait tout. Eduardo n'était plus seulement un homme divorcé avec un problème de boisson. C'était un fraudeur potentiel faisant face à des accusations fédérales. Sa valeur, personnelle et professionnelle, venait de s'effondrer. Dans les 24 heures suivantes, l'histoire a explosé. Les grands journaux et réseaux d'information ont relayé. Le nom d'Eduardo était dans les sujets les plus discutés sur Twitter. Son profil LinkedIn a été inondé de commentaires. Ces investisseurs émettaient des notes de profonde inquiétude. Et Eduardo, il restait silencieux, complètement silencieux. Ses réseaux sociaux sont devenus inactifs. Son téléphone allait direct sur la messagerie. Il était un fantôme, jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. Il est apparu devant mon immeuble à 21 ce soir-là. Je savais qu'il était là avant même que le portier n'appelle par l'interphone. Je pouvais le sentir, une présence maligne irradiant de la rue en basse. Madame Brando, la voix du portier a grésillé dans l'interphone. Il y a un monsieur ici qui veut vous voir, il dit que c'est urgent. J'ai regardé le flux de sécurité sur ma tablette. Il était là, Eduardo. Il ressemblait à une ombre d'homme, lui-même maigre, débraillé, les yeux sauvages. Il faisait les 100 pas devant l'immeuble, marmonnant tout seul. Ignorez-le, ai-je dit. Et s'il cause le moindre problème, appelez la police. Oui, madame. J'ai éteint l'interphone et suis allé à la fenêtre, le regardant. Il fixait l'immeuble, le visage comme un masque d'angoisse et de rage. Puis il a pris son téléphone et a composé. Je l'ai vu hurler dans l'appareil, le visage tordu. Mon propre téléphone a sonné une seconde plus tard. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. C'est allé sur la messagerie. Puis vint un message, c'était toi, espèce de traînée. Je vais te détruire. Je le jure, devant Dieu, je vais t'anéantir. J'ai souri et bloqué le numéro. Laisse-le hurler. Laisse-le menacer. C'était le son d'un homme qui se noie. Le lendemain matin, l'histoire a pris un autre tournant. Un site de potins a publié un scoop, cette fois avec une photo fracassante. C'était Eduardo sortant d'un bar à Augusta, le bras autour d'une femme qui n'était définitivement pas Vittoria. La légende disait, le tout dernier effondrement de Cavalcanti. De là, fraude aux bagarres de bar. La femme sur la photo était jeune, blonde et paraissait étrangement familière. J'ai fait une recherche d'images inversées et je l'ai trouvée en quelques secondes. C'était une aspirante influenceuse qui postait des photos avec Eduardo sur son Instagram depuis des mois, bien avant
que le divorce ne soit finalisé. Il ne m'avait pas seulement trahi avec Vittoria, il avait mené une vie double, triple, quadruple. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. J'ai transféré la photo à Fausto. Sa réponse fut succincte, fin de partie. Il est fini. Fausto avait raison. C'était le dernier clou, dans le cercueil. Le contrat était annulé. L'acte d'accord était signé. Et, maintenant ses propres actions détruisaient sa réputation au-delà de toute réparation. Il ne restait plus rien pour quoi se battre, rien à gagner, sauf, être une dernière chose. Cet après-midi-là, j'ai reçu une lettre formelle du bureau d'Eloïsa Lemos. C'était une demande pour une conférence finale de règlement de bonne foi, pour discuter de la disposition des biens restants. C'était une formalité, une tentative désespérée d'Eduardo de sauver quelque chose du désastre. J'ai accepté la réunion, non pas parce que je pensais qu'il restait quelque chose à négocier, mais parce que je voulais le voir une dernière fois. Je voulais le regarder dans les yeux et voir l'homme qu'il était devenu. La réunion a été fixée pour la semaine suivante. J'ai passé les jours qui la précédaient à préparer non pas mes arguments juridiques, mais ma stratégie de sortie. J'ai finalisé mes plans pour rester à San Polo pour de bon. Mon travail de conseil marchait bien. L'intérêt, morbide pour ma victoire s'estompait. Il était temps de reconstruire ma vie dans un endroit où l'air ne sentait pas seulement l'ambition et la trahison. Le jour de la réunion, j'ai revêtu mon armure, le même tailleur gris anthracite. De la première réunion. Je suis arrivé au bureau d'Eloïsa avec Fausto à mes côtés. Eduardo était déjà là. Il paraissait pire que dans la rue. Il était inquiet, ses mains tremblaient, ses yeux bondissaient dans la pièce comme un animal acculé. Il ne pouvait pas soutenir mon regard. Eloïsa, à son crédit, paraissait épuisée. Cette affaire avait pris son dû sur elle aussi. Elle n'était plus l'opposante glaciale et confiante. Elle était juste une avocate essayant de nettoyer le bordel que son client avait fait. La réunion fut une farce. Eduardo a marmonné une série d'arguments sans queue ni tête, blâmant tout le monde sauf lui-même pour sa situation. Il m'a accusé d'avoir fait fuiter l'histoire à la presse. Il a accusé Vittoria de l'avoir volée. Il a même accusé son propre père de l'avoir sabotée. Il était déséquilibré. Finalement, j'en ai eu assez. Je me suis levé, signalant la fin de la mise en scène. Maître Lemos, ai-je dit, ma voix coupant le brouillard des divagations d'Eduardo. Il est clair que votre client n'est pas en mesure de participer à des négociations productives. Nous mettons fin à cette réunion. Livia, attends, a crié Eduardo, sautant de sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas entendu ma proposition. J'en ai entendu assez, ai-je dit, ramassant mes papiers. Ta proposition, telle qu'elle est, a été notée et rejetée. Adieu, Eduardo. Je me suis tourné et dirigé vers la porte. Il s'est avancé, sa main tendue pour saisir mon bras. Non, a-t-il crié. Tu ne vas pas partir comme ça. Tu ne vas pas tout me prendre. Fausto est intervenu, son corps robuste bloquant facilement le chemin d'Eduardo. Ça suffit, monsieur Cavalcanti. Asseyez-vous. Eduardo a trébuché, en arrière, le visage comme un masque de haine pure. Il a pointé un doigt, tremblant vers moi. Je vais te faire payer pour ça, a-t-il sifflé. Je le jure devant Dieu, je vais te faire payer. J'ai souri, un sourire froid qui, je le savais, le entrait. Tu as déjà payé, Eduardo. Tu as déjà payé. J'ai quitté ce bureau pour la dernière fois, la porte lourde claquant derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. La guerre était finie. Eduardo Cavalcanti était un homme brisé et moi, Livia Brando, j'étais enfin libre. Je suis sorti de l'immeuble dans la lumière éclatante d'un après-midi polistanais. L'air était frais, le ciel était bleu et l'avenir était mien. J'ai appelé une voiture et donné l'adresse de mon loft. Il était temps de commencer pour de bon. Le silence de mon loft à Villa Maddalena était quelque chose de vivant. Cela faisait 3 jours depuis la réunion désastreuse avec Eduardo et Eloïsa Lemos. 3 jours sans nouvelles, sans menaces, sans messages vocaux alcoolisés. Juste, le murmure bas de la ville et le tic-tac de l'horloge. C'était le silence d'un champ de bataille après le cessez-le-feu. Un calme trompeur qui suggérait que la guerre était vraiment terminée. J'étais en train d'emballer quelques dernières affaires du déménagement. Mon travail de conseil avait suivi son cours. La vague de sympathie et l'intérêt morbide de la scène juridique de San Polo pour l'affaire s'était apaisée. L'histoire de l'épouse trahie qui avait fait tomber son mari était de l'histoire ancienne. J'étais en train de ranger mes livres, l'odeur du vieux papier étant un réconfort, quand le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, avec l'indicatif de Rio de Janeiro. J'ai failli laisser aller, sur la messagerie, mais un frisson d'inquiétude, un 6e sens aiguisé par des mois de paranoïa, m'a fait répondre. Allô, Livia? La voix était féminine, haletante et inconnue.
c'est Laetitia. Laetitia Cavalcanti. Je me suis figé, avec un carton entre les mains. Laetitia, la sœur d'Eduardo. La mariée. Celle qui m'avait envoyé ce texte, pathétique des semaines auparavant. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle. Depuis lors. Laetitia, ai-je dit, ma voix neutre. C'est une surprise. S'il te plaît, a-t-elle sangloté, et j'ai pu entendre les larmes. Tu dois m'aider. C'est papa. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il a ton père? Ok. Il a eu un infarctus hier soir. Il est à l'hôpital syrio-libanais. Il est vivant, mais c'est grave, Livia. Très grave. Je me suis assise sur la chaise, la plus proche. Umberto Cavalcanti, le patriarche. L'homme qui avait commencé toute cette chaîne d'événements avec son rejet cruel à Angra. Il était en train de mourir. Pourquoi m'appelles-tu, Laetitia? Ai-je demandé. Mon esprit s'est emballé. Était-ce un piège? Un stratagème pour m'attirer à l'hôpital et forcer une sorte de réconciliation? Parce que tu es la seule qui peut régler ça. A-t-elle pleuré, son désespoir débordant? Les médecins disent qu'il a besoin d'une chirurgie immédiate. Ça va coûter des centaines de milliers de réais. De l'argent qu'il n'a pas. Le fisc a gelé ses biens. Les banques réclament les emprunts. Il va tout perdre. La maison, l'entreprise, tout. Et, s'il perd l'entreprise, il perd son assurance santé d'élite, et il ne peut pas payer la chirurgie. S'il te plaît, Livia, je t'en supplie. Tu dois lui parler. Les pièces se sont emboîtées avec un claquement malsain. L'empire d'Umberto s'écroulait. L'audit fiscal, les prêts prédateurs, l'effondrement public du divorce de son fils s'en était trop. Son infarctus n'était pas seulement un événement médical. C'était la manifestation physique d'une vie construite sur les mensonges et la cupidité s'effondrant enfin sur elle-même. Je ne comprends pas, Laetitia, ai-je dit, ma voix ferme. Pourquoi l'aiderais-je après tout ce qu'il a fait? Parce que c'est mon père. A-t-elle crié, le désespoir brut. Et que tu le veuilles ou non, il est encore ton beau-père sur le papier jusqu'au partage final. S'il meurt, la famille est finie. Eduardo sera dans la misère. Je serai ruiné. S'il te plaît, Livia, viens juste à l'hôpital. Parle-lui. C'est tout ce que je demande. J'ai fermé les yeux. Une vague d'émotions contradictoires m'a envahi. De la pitié pour un homme qui avait construit sa vie sur le sable. 2. La satisfaction que la justice, à sa manière tordue, soit enfin rendue. Et, sous tout cela, un noyau dur de détermination. Ce n'était plus ma lutte. Je vais à l'hôpital, et je dis finalement. Merci, a chuchoté Laetitia, entre deux sanglots de soulagement. Merci, vraiment. Nous sommes en cardiologie, 4e étage. S'il te plaît, dépêche-toi. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté en silence un long moment. Puis je me suis levé, je suis allé au placard et j'ai pris une robe noire. C'était une pièce sobre et élégante. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pour Umberto. Le syrio-libanais était une fourmilière d'anxiété sous des néons. L'odeur antiseptique de la maladie était une présence physique. J'ai trouvé l'aile de cardiologie et marché dans le couloir stérile. La chambre 404 était au bout. Je pouvais entendre des voix avant même d'arriver. La voix de Laetitia, haute et frénétique, et une autre plus basse, familière. Eduardo. Je me suis arrêté, devant la porte, prenant une grande inspiration avant de l'ouvrir. La chambre était un tableau de douleur et de ressentiment. Umberto était prostré dans le lit, paraissant petit et fragile sous les draps blancs, un enchevêtrement de tubes et de fils sortant de son corps vers diverses machines. Son visage était gris, ses yeux enfoncés. Il semblait avoir vieilli de 20 ans. Laetitia était assise à côté du lit, essuyant ses yeux avec un mouchoir, et Eduardo se tenait, près de la fenêtre, fixant la ville avec une expression sombre. Tous se sont tournés vers moi quand je suis entré. Livia a chuchoté. Laetitia, merci d'être venue. Les yeux d'Umberto ont rencontré les miens. Il n'y avait pas de reconnaissance en eux. Aucun acte de pardon, juste une évaluation froide et dure. Même sur son lit de mort, il essayait de garder le contrôle. Eduardo n'a pas dit un mot. Il m'a juste foudroyé du regard, la mâchoire tendue par une haine non dissimulée. Je suis venu dès que j'ai su, ai-je dit, ma voix calme et professionnelle. Je me suis approché du lit, évitant le regard d'Eduardo. Umberto, je suis désolé de te voir ainsi. Il a essayé de parler, mais une quinte de toux l'a saisi, secouant son corps, fragile. Laetitia s'est levée pour l'aider, mais il l'a écartée de la main, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand la toux est passée, il a réussi à murmurer un seul mot. Argent. C'était un ordre, pas une demande. Je sais pour l'argent, Umberto, ai-je dit, gardant la voix basse.
Je sais pour le fisc. Je sais pour les prêts. Je sais que tu fais face à l'expulsion de la maison et à la faillite de l'entreprise. Il a fermé les yeux, une seule larme traçant un chemin dans les rides de son visage. C'était le plus proche d'une reddition que je n'obtiendrais jamais dit Louis. J.P. Zaider, Aijidjich. Eduardo Etletis Seonteun, haut le cœur. J'ai levé la main pour les faire taire. Mais pas de la manière que vous croyez. Je me suis tourné vers Eduardo, qui me regardait avec un mélange d'espoir et de suspicion. L'argent pour la chirurgie, l'argent pour garder la maison. Ne viendra pas de moi, et j'affirmais, ma voix sonnant avec finalité. Cela viendra de la vente de la propriété d'Angra Doré. La maison d'Angra, a bégayé Eduardo. Ça vaut des millions. Tu ne peux, passe. Je peux, ai-je interrompu, sortant un document plié de mon sac. Et je vais le faire, parce que c'est le seul actif qui n'est pas bloqué dans les fonds de la famille ou dans les holdings en faillite. C'est au nom personnel de Humberto. Et selon les termes de notre accord de divorce, qui était basé sur l'invalidation du contrat, cette propriété fait maintenant partie du patrimoine conjugal, qui a été divisé à parts égales. Ma moitié de la valeur couvrira plus que suffisamment les dépenses médicales de ton père et les dettes en suspens de la maison. J'ai jeté le document sur le lit. C'était le jugement final du divorce, avec la section du partage des biens surlignée en jaune. Tu ferais ça? A chuchoté Laetitia, les yeux écarquillés d'incrédulité. Je ne le fais pas pour vous, ai-je dit, mon regard balayant Laetitia, Umberto et enfin Eduardo. Je le fais par principe. Une dette est une dette, et cette famille me doit beaucoup. C'est ainsi que vous payez. Les yeux d'Umberto se sont ouverts. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé pour la première fois. Il n'y avait pas de gratitude là, dedans, juste une acceptation, froide et dure. Il savait qu'il avait perdu. Il savait que son empire s'écroulait et que c'était moi qui tenais la masse. Il a fait un seul signe de tête, presque imperceptible. Je me suis tourné pour sortir, mais la voix d'Eduardo m'a arrêté. Livia, attends. J'ai regardé en arrière. Il paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu, sa bravoure arrachée, ne restant qu'un homme ocre et amer. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? A-t-il demandé, la voix peu plus qu'un murmure. Tu vas vendre la maison? Tu vas tout enlever? Je n'enlève pas tout, Eduardo, ai-je dit, ma voix s'adoucissant juste d'une fraction. Je prends ce qui m'appartient, et, au passage, je sauve la vie de l'homme qui a essayé de me détruire. Si ce n'est pas une victoire, je ne sais pas ce que c'est. Je suis sorti de cette chambre d'hôpital, laissant les fantômes de mon passé derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. La guerre est finie. La dernière victime avait été comptée et moi, Livia Brando. J'étais enfin, véritablement libre. Je suis sorti de l'hôpital dans la lumière d'un après-midi polistanais. Mon nouveau départ était prêt. Il était temps de rentrer à la maison. 6 mois plus tard, l'air à São Paulo était différent. Il était mordant, net, teinté de l'odeur de l'asphalte et de la bruine. C'était l'odeur de la maison. J'avais oublié à quel point cela m'avait manqué. Mon retour au siège de Merel, Associados avait été parfait. Fausto Merels avait appelé avant, bien sûr, chantant mes louanges et s'assurant que mon ancien bureau d'angle m'attendait, propre et prêt. En une semaine, j'étais de retour en action, plaidant des cas au tribunal, guidant les associés juniors et faisant ce que je faisais de mieux, gagner. L'histoire de mon divorce m'avait précédé, bien sûr. Ça avait été le potin préféré de la communauté juridique pendant des semaines. Mais ici, ce n'était que ça. Une histoire, un chapitre dramatique dans la vie d'une avocate brillante qui avait fait un bref détour. Cela ne me définissait pas. C'était juste une note de bas de page. Ce soir, cependant, je n'étais pas dans un tribunal. J'étais au MASP pour le gala de bienfaisance annuel de la Fondation Droit pour tous. J'étais dans le comité et c'était mon travail de courtiser les donateurs, dont beaucoup étaient des anciens clients ou des avocats rivaux. J'étais doué pour ça. Je portais une robe vert émeraude élégante qui épousait mes courbes et un sourire qui était simultanément professionnel et énigmatique. J'étais dans une conversation profonde avec un juge discutant d'une décision récente sur la propriété intellectuelle quand je l'ai vu. Il était de l'autre côté de la salle, debout à côté d'une sculpture, paraissant être entré dans la mauvaise fête. Il était seul. C'était indéniablement Eduardo Cavalcanti. Mon premier instinct fut de me détourner, de l'ignorer. Mais ce n'était pas mon style. J'avais passé trop d'années à être la personne qui détournait le regard. Je me suis excusé auprès du juge et j'ai marché à travers la foule vers lui. Il m'a vu arriver. Son visage, qui avait été flasque d'ennui, s'est tendu en masque de son ancienne et familière arrogance. Mais j'ai vu les fissures. Les rides autour des yeux étaient plus profondes. La peau du cou était lâche. Il
avait perdu du poids, et pas de manière saine. Il ressemblait à un homme qui était passé par le cycle d'essorage d'une machine à laver. Livia, a-t-il dit, sa voix une pauvre imitation de son ancien ton confiant. Il a levé une coupe de ce qui paraissait être un mousseux bon marché. Quelle coïncidence de te voir ici. Eduardo, ai-je répondu, ma voix froide et ferme. Je ne savais pas que tu étais à São Paulo. Je n'y suis pas, a-t-il dit, prenant une gorgée de sa boisson. Juste de passage. Les affaires. Le mot a sonné creux venant de ses lèvres. J'ai imaginé quel genre d'affaires un PDG de start-up déshonoré et au chômage pouvait avoir à São Paulo. Vendre des voitures d'occasion? Pousser des parts immobilières? Comment va ton père? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Umberto Cavalcanti était décédé un mois après mon départ de Rio. Son certificat de décès listait l'arrêt cardiaque comme cause. La famille avait vendu la maison d'Angra pour payer les factures médicales et les honoraires croissants de l'enquête du fisc. L'empire Cavalcanti n'existait plus. Parti, a dit Eduardo, la voix sèche. Il y a 3 mois. Je suis désolé pour ta perte, ai-je dit. Et j'étais sincère. Pas pour lui, mais pour l'homme compliqué et imparfait qu'avait été mon beau-père. Il a haussé les épaules, un geste insouciant qui ne m'a pas trompé. C'est comme ça. Le testament était un bordel. L'entreprise est finie. La maison est finie. Laetitia vit dans un studio dans le centre, travaillant comme barista. Tu peux le croire. Une Cavalcanti barista. Il n'y avait pas de deuil dans sa voix, seulement du ressentiment. Du ressentiment parce que sa sœur avait été réduite au travail. Honnête. Et toi, Eduardo, ai-je demandé. Qu'est-ce qui t'amène à São Paulo? Il a hésité, ses yeux bondissant dans la pièce comme s'il cherchait une sortie. Puis il s'est penché, sa voix tombant dans un chuchotement conspirateur qui puait le désespoir. J'explore des opportunités dans le marché de la technologie en province. C'est la prochaine frontière, tu sais? Et j'espérais pouvoir compter sur ton expertise. Son expertise? L'audace de l'homme. Il demandait à la femme qu'il avait trahi, à qui il avait menti et qu'il avait tenté de ruiner une recommandation de travail. J'ai peur de ne pas pouvoir t'aider, Eduardo, ai-je dit, faisant pas en arrière. Ma pratique est concentrée exclusivement sur les litiges d'entreprise. Et, en plus, ai-je ajouté, mon sourire s'aiguisant comme une lame, je ne pense pas que le genre d'opportunité que tu cherches existe. Dans le marché sérieux. Son visage est devenu rouge. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, une voix familière a coupé l'air. Livia, tu es là. Je me suis tourné. Fausto Merel marchait vers nous, impeccable dans un smoking classique. Il était là en tant qu'invité d'honneur, un grand donateur du programme d'alphabétisation. Il s'est arrêté à mes côtés, sa main se posant doucement au bas de mon dos. C'était un geste subtil, mais indéniable. Fausto, ai-je dit, mon sourire devenant authentique. Pilo, bon moment. J'interromps quelque chose? A-t-il demandé, ses yeux se tournant vers Eduardo avec un regard de léger dédain professionnel. Il connaissait toute l'histoire, bien sûr. Il avait été mon général et mon confesseur pendant tout le calvaire. Absolument pas, a dit Eduardo, la voix tendue. Il s'est redressé, essayant de retrouver un semblant de son ancienne autorité. Je discutais juste avec une vieille amie. Fausto a haussé un sourcil. Je ne savais pas que vous et Livia étiez amis, monsieur Cavalcanti. Nos registres indiquent une relation professionnelle, assez acrimonieuse. La mâchoire d'Eduardo s'est contractée. Il a regardé Fausto, puis moi, réalisant qu'il avait été mis en échec une fois de plus. C'est ça, a-t-il murmuré. Bien, ravi de t'avoir vu, Livia. Il a vidé sa coupe de mousseux bon marché et a tourné les talons, disparaissant dans la foule. Je l'ai regardé partir, une petite et triste partie de moi ressentant un éclair de pitié pour l'homme brisé qu'il était devenu. Mais elle fut vite éteinte. Il avait fait ses choix. Fausto s'est tourné vers moi, les yeux brillants. Il est parti. Parfait. Je ne supporte pas ce type. J'ai ri, un son léger et libre. Moi non plus. Fausto m'a offert son bras. On y va? Les enchères vont commencer. J'ai pris son bras et nous avons marché ensemble vers le salon principal. L'orchestre a commencé une valse, les cordes montant avec une mélodie romantique et intemporelle. Fausto m'a guidé sur la piste de danse, sa main chaude et ferme sur ma taille. Pendant que nous nous balancions au son de la musique, j'ai regardé les lustres. En cristal, la foule scintillante de l'élite juridique de São Paulo, l'homme, dans mes bras qui était un ami, un collègue et, peut être, quelque chose de plus. J'ai pensé au long et solitaire vol de retour, au loft vide, à la chambre d'hôpital, au portail d'Angra, à la facture de 250 000. Tout semblait être une vie entière en arrière, un cauchemar dont je m'étais enfin réveillé. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Fausto,
fermant les yeux et respirant son parfum. J'étais chez moi. J'étais en sécurité. J'étais libre. Et pendant que la musique montait et que la salle tournait autour de nous, je me suis permis une dernière pensée silencieuse. Le dernier rire n'avait pas été un son. Ça avait été un sentiment, une sensation silencieuse, profonde et durable de paix. La valse a fini, les notes finales flottant dans l'air comme les derniers grains de sable d'un sablier. Les applaudissements ont résonné dans la foule, polis et formels. Fausto m'a lâché, mais sa main s'est attardée légèrement sur mon bras. « Champagne » a-t-il demandé, faisant signe à un serveur. « S'il te plaît » ai-je murmuré. Mes yeux, pourtant, n'étaient pas sur le serveur. Il traquait le fantôme d'Eduardo Cavalcanti. Il était près de la sortie maintenant, les épaules voûtées, la coupe vide serrée dans sa main comme un talisman. Il n'avait trouvé personne à qui parler. Bien sûr que non. C'était un paria dans ce monde, un homme dont la réputation l'avait précédé, non seulement à San Polo, mais jusqu'à la tombe. Un serveur m'a offert une coupe de liquide doré. Je l'ai prise, la tige délicate, froide contre mes doigts. Je n'ai pas bu. Je l'ai juste tenue, regardant les bulles monter, pensant à la dernière fois que j'avais bu du champagne avec Eduardo. C'était lors de notre fête de fiançailles, il y a 12 ans. Il était si plein de vie alors, si plein de promesses. On va construire un empire. Ensemble, Livia, m'avait-il murmuré à l'oreille, les yeux brillants d'une conviction en laquelle j'avais été assez folle pour croire. L'empire avait été construit, et c'était moi qui l'avais abattu. Brique par brique sanglante. Fausto est revenu avec sa propre coupe et s'est arrêté à mes côtés. Sa présence était un silence confortable. Il n'avait pas besoin de me demander ce que je regardais. Il savait. « Tu as bien géré ça » a-t-il dit finalement. « Mieux que je ne l'aurais fait. J'ai eu beaucoup d'entraînement » ai-je dit, ma voix dépourvue d'amertume. C'était simplement un fait, avec lui, avec son père, avec tout le bordel. J'ai enfin pris une gorgée de champagne. Il était sec, frais et absolument délicieux. Un monde de distance du liquide sucré qu'Eduardo buvait. Eduardo est arrivé aux double porte de la galerie. Il s'est arrêté, regardant en arrière une dernière fois. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la salle pleine. Pendant une brève seconde, le masque est tombé. L'arrogance, le ressentiment, la bravoure. Tout a disparu, révélant l'homme effrayé et ocre en dessous. On aurait dit un enfant qui avait été laissé seul à une station de bus, seul, confus, terrifié. Puis il s'est tourné, englouti par l'obscurité de la nuit. « Pauliston, il est le problème de quelqu'un d'autre maintenant » a dit Fausto doucement. Oui, j'ai acquiescé. Il l'est. C'était le sentiment le plus libérateur de tous. Eduardo Cavalcanti n'était plus une force dans ma vie. C'était un souvenir, un compte préventif, un dossier classé. Le reste de la nuit s'est passé dans un flou de discours, d'enchères et de conversations polies. J'ai été nommé bienfaitrice de l'année pour mes contributions au programme d'alphabétisation, un titre que j'ai accepté avec un sourire gracieux et un discours humble, remerciant mes merveilleux collègues de Merel, associés. Je n'ai pas mentionné la réelle raison de m'être jeté dans le travail de charité. Le besoin de remplir le vide soudain dans ma vie par quelque chose de significatif, quelque chose qui aide les gens au lieu de les blesser. Quand Fausto et moi avons enfin quitté le MASP, la ville était calme. Les taxis étaient rares. Les bus passaient à des horaires réduits. L'air était frais et propre, lavant l'odeur du parfum et du champagne éventé. Le chauffeur de Fausto nous attendait, une Mercedes noire élégante allumée près du trottoir. Il a ouvert la porte et nous avons glissé dans l'intérieur frais sentant le cuir. « Ah, la maison, s'il vous plaît » a dit Fausto avec un sourire doux. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre la ville qui dormait. Les gratte-ciel de la Paulista étaient un collier de lumière scintillante. C'était une vision que j'avais ignorée pendant des années, et une pour laquelle j'étais profondément reconnaissante d'avoir de retour. « Livia » a dit Fausto, sa voix brisant le silence confortable. Il me regardait, l'expression illisible dans la faible lumière de la voiture. J'ai réfléchi. Je me suis tourné vers lui, ma garde montant instinctivement. Fausto était mon ami, mon mentor, mais c'était aussi un homme. Et les hommes, dans mon expérience, finissaient par vouloir quelque chose. J'ai réfléchi, a-t-il continué, que tu es revenu depuis 6 mois. Tu t'es adapté. Magnifiquement. Tu reprends les gros dossiers. Tu es heureuse. Je le suis, ai-je dit, un ton de prudence dans la voix. Mais tu es aussi seul, a-t-il dit, ses paroles gentilles mais directes. Et je ne pense pas que tu sois faite pour rester seule. Mon cœur a bondi. C'était ça. La question que je craignais et anticipais depuis mon retour. Je ne cherche pas un remplaçant, Fausto, ai-je dit, ma voix ferme. Pas après tout. Je ne propose pas un remplaçant, a-t-il dit,
sa main couvrant la mienne sur le siège entre nous. Son toucher était chaud, réconfortant. Je propose un partenariat, dans tous les sens du terme. Professionnellement, certainement, mais être personnellement aussi. Il a tourné ma main paume vers le haut, et a tracé un cercle lent sur ma peau avec son pouce. C'était un geste simple, mais qui en disait long. Il était patient. Il était respectueux. Il était tout, ce que le toucher d'Eduardo n'avait jamais été. Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait, ai-je admis, ma voix peu plus qu'un murmure. Moi non plus, a confessé Fausto. Mais j'aimerais le découvrir avec toi. Sans pression, sans attente. Juste un dîner. Mardi prochain chez moi, je fais un risotto aux fruits de mer incroyable. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ses yeux gentils, son front intelligent, la légère fossette sur son menton quand il souriait. C'était un homme bon, un homme décent, un homme qui m'avait vu à mon absolu pire et voulait encore faire partie de ma vie. Ce n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas une grande passion dévorante. C'était quelque chose de bien plus précieux, c'était réel. C'était solide. C'était une base sur laquelle construire un avenir, pas une fantaisie pour s'échapper. J'ai tourné ma main, entrelaçant mes doigts dans les siens. Cela semblait juste, naturel, comme rentrer à la maison. Mardi semble parfait, ai-je dit. Le sourire qui a illuminé son visage a été plus brillant que tous les lustres du MASP. Il a porté ma main à ses lèvres et a pressé un baiser doux et prolongé sur mes jointures. La voiture a ralenti, s'arrêtant près du trottoir devant mon immeuble, un gratte-ciel moderne de verre à Villa Maddalena, avec vue sur la ville, ma nouvelle maison, mon sanctuaire. Fausto n'a pas essayé de m'embrasser, pour me dire au revoir. Il a juste serré ma main et l'a relâchée. Bonne nuit, Livia. Bonne nuit, Fausto, ai-je dit. Et, pour la première fois depuis très longtemps, les mots ne portaient aucune trace d'ironie ou de tristesse. Ils étaient simplement un souhait de paix. Je suis entré dans mon immeuble, le portier me souhaitant une joyeuse bonne nuit. Je suis monté par l'ascenseur, le silence étant un baume bienvenu après le bruit du gala. J'ai ouvert ma porte et suis entré dans mon appartement. Il faisait noir, calme et il sentait légèrement le diffuseur de lavande que je gardais à l'entrée. J'ai enlevé mes talons, ouvert la fermeture de la robe vert émeraude et les laissé tomber au sol comme un bijou rejeté. Je suis resté là, en combinaison, regardant les lumières scintillantes de Sao Paulo. J'ai pensé à Eduardo, seul dans quelque chambre d'hôtel quelque part dans cette vaste ville, soignant son moussebon, marché et ses rêves brisés. Je n'ai ressenti aucune malice, aucun triomphe, juste un profond sentiment de clôture. La facture de 250 000 était payée. Le mariage était fini. L'union était morte. Et moi, Livia Brando, j'étais enfin, véritablement libre. J'ai marché jusqu'à mon bureau, ouvert mon ordinateur et créé un nouveau dossier. Je l'ai étiqueté « Futur dossier ». Puis j'ai éteint l'ordinateur et marché vers ma chambre, me dépouillant des derniers vestiges de la femme que j'avais été et glissant entre les draps propres comme la femme que j'étais encore en train de devenir. Le dernier rire n'avait pas été un son. Ça avait été un sentiment, une sensation silencieuse, profonde et durable de Weich.